Bonsoir à tous, bienvenue dans la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. Au menu de cette édition du 27 octobre, le basketball avec les éliminatoires de la Basketball African League en abrégé BAL qui se joue ce week-end du côté de Yaoundé. Quel peut être l'impact d'un tel tournoi pour le Cameroun, même si ce ne sont que les éliminatoires? On en parle dans la pause actuelle en première partie de cette émission où il sera également question de capitanat au sein de nos équipes nationales de football senior. En conférence de presse d'après-match, Cameroun RCA disputé le week-end dernier au stade de Japoma dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2022. L'une de nos consoeurs a évoqué évidemment cette question en s'adressant à la capitaine des Lionnes indomptables, Aboudi Onguéné. Une question que celle-ci n'a pas appréciée puisque sa réponse a été assez cinglante comme vous allez l'écouter tout à l'heure. Alors, y aurait-il un problème de capitanat au sein de nos sélections? Car il y a quelque temps, l'on avait assisté aussi à un changement de brassard au sein de l'équipe nationale masculine, ce qui avait suscité quelques incompréhensions. Et dans la seconde partie de l'émission consacrée au débat de thématiques majeures ce soir, CAN Cameroun 2021, visite des sites par le SGPR, CAF, Covid-19 et supporters, où en est-on? C'est la première thématique. Et juste après, on va poursuivre le débat sur le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Les élections régionales sont prévues lundi prochain, 1er novembre. Alors que proposent les candidats justement à la veille de ces élections? On en parle donc tout à l'heure. Nos invités ce soir, Albert Atangana Fouda, journaliste, est avec nous. Bonsoir, président. Oui, bonsoir Makeda, bonsoir à tous les auditeurs de STV, bonsoir à tout le monde du sport. Juste à côté de vous, Serge Kamdem Kouam, lui, ce soir quand même, il a la casquette de candidat au poste de premier vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Serge Kamdem, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à ceux qui nous suivent. C'est toujours émouvant de se sentir présenté dans la peau du candidat, c'est vrai, et la Ligue régionale de l'Ouest a besoin de nous, et nous sommes là pour ça. On espère pouvoir apporter beaucoup de plaisir à ceux qui vont nous suivre ce soir. D'accord. Et en plateau également ce soir, notre confrère Sylvain Kwambi. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir au doyen Tangana Fouda, qui est par ailleurs président du comité de gestion transitoire de la JSC. Bonsoir à Serge, candidat au poste de premier vice-président de la Ligue régionale de l'Ouest. Bonsoir à l'autre invité, un ami que vous aurez le soin de présenter tout à l'heure. C'est Zambo, analyste de sport, qui est avec nous. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Oui, bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir spécial au président Tangana que je retrouve avec fierté sur le plateau. Et un bonsoir également à tous les téléspectateurs. D'accord, on va donc démarrer la pause actu avec une note sur le cyclisme en signalant que 6 cyclistes camerounais et 3 encadreurs ont quitté Yaoundé, c'était lundi matin, destination Ouagadougou au Burkina Faso. Là-bas, les coureurs vont prendre part à la 33e édition du Tour du Faso. Il s'agit notamment de Clovis Kamzon Abosolo, le capitaine, d'Artus Tela, Yaou Gadjish, Michel Tchenche, Sadikou Kosoko et de Jordan Kamdem. On rappelle que le secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de cyclisme est le chef de délégation Ibrahim Djifendjou. Le mécanicien Jean-Pierre Weka et le responsable médical Julien Soa font également partie de la délégation camerounaise qui se trouve actuellement du côté de Ouagadougou. Cette année, le Cameroun fait donc partie des 14 pays qui participent au Tour du Faso, la petite reine, qui marque ainsi son retour après une année d'absence due à la pandémie de la Covid-19. Et signalons aussi que pour cette 33e édition du Tour du Faso, les coureurs africains et européens vont parcourir 10 étapes sur une distance totale de 1273,2 km. Et le Tour du Faso se déroule du 29 octobre au 7 novembre 2021. Et il sera donc question pour les équipes participantes de détrôner l'Angolais Antonio Dario, le vainqueur de la dernière édition organisée en 2019.
On parle de basketball avec ces éliminatoires de la Basketball Africa League, la balle qui se dispute ce week-end même du côté de Yaoundé. Premier tour des qualifications justement pour la balle du 29 au 31 octobre. Les matchs sont prévus du côté du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Vont prendre part à ce tournoi FAP pour le compte du Cameroun, Tondema pour le compte de la Centrafrique, Malabo Kings BC pour le compte de la Guinée équatoriale et Espoir Foucache pour le compte de la République démocratique du Congo. Peut-être une réaction rapide de Serge Zambo par rapport à ces éliminatoires de la balle quand même qui se jouent dans notre pays. En disant, moi je peux vous parler en fait des infrastructures. À partir du moment où nous avons déjà le palais des sports et autres, c'est logique. C'est logique que de temps en temps, quand on ait ce genre de compétition chez nous, bon maintenant c'est des tremplins aussi, ça permet d'éclore certains sports qui étaient parfois pas très visibles. Parce qu'à un moment donné, nous n'avions pas les infrastructures pour. Parce que vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'on vient sur les plateaux, on les écume comme on le fait aujourd'hui, ou alors demain ou après-demain pour ceux qui iront encore ailleurs. On parle beaucoup de football et encore du football. Donc aujourd'hui, si on peut parler volley de temps en temps, si on peut parler basket de temps en temps, je pense que c'est encore une très très belle vitrine pour nous, pour notre pays, pour montrer de quoi nous sommes capables. Maintenant, il faut savoir bonifier tout cela au bout, pour voir exactement où est-ce qu'on en est, faire le point. Est-ce que à partir de là, on peut avoir des équipes nationales solides qui puissent aller concurrencer avec les meilleurs. Donc voilà un peu ce que moi je pourrais dire à propos. Peut-être Sylvain, est-ce qu'on peut quand même prétendre, on avait beaucoup apprécié la tenue de cette compétition du côté du Rwanda la dernière fois, est-ce qu'on peut quand même prétendre organiser le tournoi final? C'est possible. Le Cameroun dispose des infrastructures. Malheureusement, on se serait attendu à ce que Japoma ou encore Olembe puissent sortir, parce qu'on a parlé d'un complexe, sortir une infrastructure à la dimension, et pourquoi pas plus que celle du Palais polyvalent des sports, ce qui davantage devrait accroître les chances et les capacités du Cameroun à accueillir une compétition de cette envergure, parce qu'il faut le dire, la FIBA Afrique a pensé à créer cette compétition pour élever un peu le niveau du basketball africain au-delà de la Ligue des champions qui se déroulait d'ailleurs. FAP, en version masculine et féminine, reviennent justement de cette Ligue des champions-là, auréolée de la plus haute marche du podium. Donc c'est logiquement que FAP va donc représenter le Cameroun pour les éliminatoires de cette ligue, de cette Basketball Africa League. Maintenant, le Cameroun peut, depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins 6 ans, le Cameroun abrite des compétitions. Le Cameroun a abrité 2 fois l'Afro-Basket, il faut le dire, qui est quand même la plus haute compétition africaine. Donc, je ne vois pas pourquoi le Cameroun ne serait pas à même d'accueillir le tournoi final de cette compétition. On a de magnifiques infrastructures pour cela, et il faut simplement que le Cameroun se positionne comme volontaire pour organiser, en déposant un dossier suffisamment alléchant. Je pense que la destination Cameroun est une destination vendeuse très courue en ce moment, et très courue en ce moment. Donc ce sera aussi une bonne chose pour FIBA Afrique que le Cameroun accueille cette compétition. Donc je pense que c'est possible. Le Cameroun a toutes les capacités d'accueillir la compétition. Voilà, merci bien messieurs pour vos réactions sur ce sujet. On va dans un instant parler du problème des brassards au sein de nos sélections nationales de football senior. Mais avant, on s'intéresse au Scrabble. Actualité oblige, le Cameroun est donc champion du monde de Scrabble classique édition 2021. La finale 100% camerounaise a eu lieu hier du côté de la France. Et en dehors du Cameroun, qui occupe les 2 premières places du podium, la Suisse, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal sont également dans le top 10 des meilleurs. On fait le point dans ce reportage de Inès Pangan. Le Cameroun est champion du monde de Scrabble classique édition 2021. Au-delà d'une participation importante, avec 9 joueurs, le pays a réussi un autre exploit, à savoir celui d'imposer 2 de ses compétiteurs en finale du championnat du monde. La finale 100% camerounaise a lieu ce 26 octobre 2021 à Aix-les-Bains, en France. C'est une satisfaction totale, je veux dire ça comme ça.
Nous sommes fédération depuis 2017 et bon, pour ceux qui connaissent un peu le milieu du sport, je pense que tout le monde a vu tous les sacrifices que nous avons faits au niveau de ce sport au Cameroun. Hein. Nous avons vraiment mis beaucoup d'énergie et bon, ce n'est que le résultat de toutes ces énergies-là qui aujourd'hui est consacré avec le titre mondial. Je dois peut-être rappeler ici que le Cameroun est triple champion d'Afrique. 68 joueurs de 11 pays prennent part à cette compétition organisée sous l'égide de la Fédération internationale du Scrabble francophone. Les 2 premières places de cette édition sont occupées par des athlètes qui ont en plus les casquettes de président de Fédération camerounaise du Scrabble et d'entraîneur. Déjà, le Scrabble, c'est un jeu intellectuel, c'est un sport intellectuel, donc en tant que président, on a toujours la possibilité de le pratiquer puisqu'il s'agit de faire bouger les méninges. Alors, bon, je joue comme tout le monde, hein, donc j'ai un club, je suis président de club, je joue comme tout le monde avec tous les athlètes sans plus, hein, donc c'est tout. Je m'entraîne avec les athlètes, je fais les compétitions avec les athlètes, voilà. En dehors du Cameroun, les 10 premières places sont occupées par la Suisse, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal. Voilà pour cette actualité autour du Scrabble. C'est vrai quand même, peut-être une petite réaction, Albert Tanafouda. On n'en parle pas beaucoup. Et là, on entend le Cameroun champion du monde de Scrabble. Quand même. Oui, on n'en parle pas beaucoup parce que, comme l'a si bien dit le président, c'est un sport intellectuel. Et vous savez que chez nous, quand on parle d'intellectuel, c'est une certaine classe parce que pour réussir à occuper ce poste de champion du monde, ça veut dire qu'en culture générale, on est très calé dans beaucoup de choses. Hein. C'est dommage qu'on n'en parle véritablement pas. Et moi, le regret, je souhaite qu'un champion du monde comme un vice-champion du monde comme cela, qu'il soit aussi reçu avec tous les honneurs qu'on consacre souvent, même à ceux qui ne sont pas champions. Parce qu'on a vu les vice-champions d'Afrique en 2016 féminines être reçus en grande pompe au palais. Aujourd'hui, on a un champion du monde en boxe, Nganou. Je ne sais pas s'il a mis les pieds au palais. On a 2 champions, un champion du monde et un vice-champion du monde de Scrabble. J'espère qu'ils seront reçus avec tous les honneurs qui leur sont dus, parce que c'est pas donné à tout le monde ni à tous les pays. Même la France, qui est supposée maîtriser son langage, ses mots, tout, n'est pas arrivé en première place. Donc, je crois qu'il faut qu'on leur rende ces honneurs-là. Est-ce que peut-être Serge, hein, avec ce titre-là, ça pourrait susciter davantage le regard, l'intérêt du public par rapport à ça, le fait que le Cameroun soit champion du monde? Retenons que lorsque vous avez un titre, surtout mondial, même si c'est dans n'importe quel type de catégorie, déjà ça suscite de l'envie, de l'intérêt. Maintenant, lorsqu'on parle du Scrabble, c'est un jeu intellectuel. Et lorsqu'on dit qu'un Camerounais ou bien des Camerounais sont sur le toit du monde pour une compétition de cette envergure qui est purement intellectuelle, j'ai dit, pour nous, ça fait chaud au cœur. Maintenant, ça peut servir de stimulant pour que les jeunes qui voyaient le Scrabble comme un jeu banal commencent à le prendre au sérieux, parce qu'à travers ces jeux, ils peuvent atteindre des sommets aussi. Et comme disait Serge tout à l'heure, ce n'est pas seulement le football qui doit être encouragé. Nous devons encourager tous les nôtres dans tout ce qui est sport, tant que ça leur procure du plaisir. Parce que le développement du jeunesse passe par toutes ces étapes-là. Et si nous avions un cadre éducatif propice qui mettait en exergue tout ce qui est exigé dans le cahier des charges, vous verrez que dans un établissement scolaire, toutes ces variétés de sports seraient développées avec beaucoup d'aisance. Malheureusement, on n'a pas souvent des cours de récréation qui permettent de faire que ce soit du football, ou du handball, ou du volley. Donc les jeunes sont un peu abandonnés à eux. Et même dans les cours de nos municipalités, malgré le plan cadastral que tout le monde connaît, on a la peine à trouver des endroits où les gens peuvent aller faire du sport. Tout à fait. Donc, on va encourager ce genre d'initiative tout en louant, non seulement en félicitant
ce qui a été fait par ces champions, parce qu'un champion du monde, ce n'est pas donné. Encore qu'on vous cite ceux qui étaient dans la shortlist des 10 premiers, donc ils ont tutoyé carrément le monde. Et ils ont des Africains qui les talonnaient bien, parce qu'on voit que ce n'est pas les seuls pays africains qui étaient. Maintenant, il faut capitaliser cela dans l'intérêt de notre jeunesse en général. Capitaliser, peut-être, Sylvain, davantage implémenter ça sur le plan national, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui se passe généralement. Et puis, on comprend, voilà, le Cameroun est champion du monde. On s'est dit, bon, à quel moment est-ce qu'on joue le Scrabble au Cameroun? C'est souvent ce qui se passe aussi, le même constat qui est fait quand ça concerne d'autres disciplines aussi. Non, il ne faut pas se leurrer. Le Scrabble, est-ce que ça intéresse les Camerounais véritablement? Je ne pense pas. Maintenant, ceux qui sont champions, ils vivent en Europe. Donc là-bas, c'est un peu plus considéré. Vous avez parlé de clubs. Je ne sais pas si on va créer des clubs de Scrabble. C'est un sport d'élite, si on peut le dire ainsi. Et cela dépend aussi des conditions, hein, parce que c'est vrai, il faut se lancer au Scrabble, mais est-ce que les conditions socio-économiques de manière générale permettent aux gens d'avoir de l'intérêt pour des sports qui appellent à l'intellect? Je ne pense pas beaucoup. Donc déjà, il faut le dire, c'est aujourd'hui que le football, on laisse les enfants commencer à jouer au football parce qu'on a vu que ça rapporte beaucoup de milliards. À l'époque, pour jouer ne serait-ce qu'au football, qui est le sport le plus facile, accessible à tous, c'était la bagarre. Beaucoup de très bons joueurs n'ont pas pu faire de belles carrières parce que les parents refusaient qu'il faille jouer au football. Donc, vous voyez le chemin qu'il a fallu pour qu'on accepte le football, et même au féminin aujourd'hui. Donc, imaginez donc un enfant qui dit à son parent à la maison, moi, je veux être champion du monde de Scrabble. Donc, vous voyez bien que le parent même va lui demander, le Scrabble, c'est quoi. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est bien. Il faut encourager des Camerounais lorsqu'ils tutoient le sommet du monde. Mais après, lorsqu'il faut contextualiser au niveau de notre pays, il serait difficile que ce type d'activité puisse prospérer au regard du contexte socio-économique tel que je l'ai expliqué. D'accord, merci bien. Alors, on va poursuivre avec cette actualité autour des équipes nationales de football senior, dames comme messieurs, dames, parce que dimanche dernier, vous le savez, le Cameroun recevait la République centrafricaine ici au stade de Japoma dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pardon, des nations de football féminin édition 2022. Le Cameroun a battu les Centrafricaines par 2-0. En conférence d'après-match, il y a eu quand même une situation assez tendue entre la presse et l'entraîneur et surtout la capitaine de l'équipe nationale, Aboudi Anguéné. On va vous proposer de suivre justement l'extrait de cette conférence d'après-match et on revient juste derrière. Je ne sais pas, depuis un bon bout de temps, vous ne marquez pas. Au tournoi à Ichabouari, on ne vous a pas vu, on ne vous a presque pas vu. Lors de la confrontation contre le Chili, toujours pas, c'est Choutoya Djama qu'on a vu, qui a marqué lors du match aller contre la Centrafrique, c'était Choutoya. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de déposer le massacre ou alors d'entrer en cours de jeu? Ou alors d'entrer en cours de jeu, pour laisser la place aux jeunes, que ce soit les locales ou alors celles qui évoluent à l'international comme vous. Merci. La référence de ma capitaine, je voudrais ici, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que c'est moi qui fais les choix. Et ces choix, je les assume. Donc si je trouve qu'elle peut apporter encore quelque chose, je la convoque. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup que je ne convoque pas. Donc si la convoque, ça veut dire que je compte sur elle et elle va apporter, elle a encore à apporter à cette équipe nationale. Madame Pamela, Radio Sport Info, RSI. Moi-même, je crois que tu dois décrocher le micro. Parce qu'on ne pose pas ce genre de questions à quelqu'un qui prend des risques pour venir défendre les couleurs d'un pays. Il faut que c'est le brassard.
Pamela qui? Joya, ok. Tu veux que je dépose le brassard? C'est le brassard qui t'aide. Si le football c'est un sport collectif, si je ne marque pas, quelqu'un d'autre peut marquer. Si le football c'est un sport, et de nature, je ne suis pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Et si tu te renseignes, je suis la meilleure buteuse actuellement de cette équipe nationale. Si j'ai décidé que je ne marque pas, il y a une nouvelle équipe qui est en reconstruction. Peut-être mes buts viendront même dans 2 ans, pourquoi pas? Si pour moi, quand je viens en sélection, c'est pour gagner, peu importe celui qui marque. Si pour toi, marquer, c'est bien joué, une Coupe d'Afrique, je ne pense pas. Voilà, l'élément a été interrompu, mais en tout cas, on a compris l'essentiel. Albert Tangana-Fouda, vous êtes journaliste. Séver Kwambi, vous êtes journaliste. Et depuis dimanche, quand même, c'est une actualité qui reste présente, que ce soit même dans les forats et Tessera. Est-ce que la question, même dans le fond, c'est ça qui fait problème? Ou peut-être la performance de la joueuse ou sa réaction, Non, il faut déjà rester sur l'aspect de la conférence de presse. Il faudrait que les joueurs comprennent qu'on ne vient pas en conférence de presse pour leur faire des cadeaux, c'est-à-dire poser des questions qui vont leur plaire. Alors, un journaliste, quand il arrive au stade, il fait des constats, il doit vous poser des questions et vous devez répondre. On a le sentiment de plus en plus que les joueurs et même certaines joueuses de l'équipe nationale ont une relation extrêmement tendue avec la presse et estiment peut-être que la presse est leur ennemi. Sauf que chaque fois que la presse relaie les exploits de ces joueurs-là, j'ai jamais vu une joueuse ou un joueur en conférence féliciter la presse du relais, de tous leurs exploits quand ils sont en club, mais même quand ils sont en équipe nationale. Mais à chaque fois qu'on leur pose une question, lorsque par exemple leurs performances sont en baisse, ils veulent toujours avoir une attitude assez discourtoise avec la presse. Et ce sont des situations à dénoncer. Mais cela met également en exergue le problème de la communication au sein de la tanière. On a bien le sentiment que ceux qui sont aujourd'hui, du moins pour certains, qui sont des team presse, ne jouent pas effectivement leur rôle. Parce que lorsque vous êtes un team presse, et je vois bien que la team presse était assise à côté, et que vous recevez une question comme celle-là, vous pouvez prendre quelques secondes pour briefer la joueuse, pour lui dire, pour lui donner le ton, le tempérament qu'elle doit avoir au moment des réponses. Mais qu'est-ce qu'elle peut répondre la fin de sa réponse était bien, mais elle n'a pas besoin d'aller dans le sens de la journaliste. Elle aussi, elle doit raccrocher le micro. Non, c'est une très mauvaise communication, et cela montre simplement que ce n'est pas une capitaine. Et ce que je dénonce davantage, c'est l'attitude du coach qui se positionne en défenseur, mais la question n'était pas de... Il a demandé que la journaliste s'excuse. Voilà, il demande à la journaliste de s'excuser. Non, mais elle ne sera pas admise. C'est pour ça que je dis, entre autres, c'est une très mauvaise communication et de la part du coach et de la part de la joueuse. Et malheureusement, la responsable de la team presse de l'équipe qui était à côté aurait dû interpeller les deux avant de se lancer dans une réponse. La fin de sa réponse, moi, je trouve aucun inconvénient. Oui, elle dit... je viens jouer. Oui, elle prend des risques pour venir défendre le pays. Non, elle prend des risques. Même la journaliste qui elle prend des risques pour arriver à ce stade. Lorsqu'elle prend une moto ou un taxi, elle peut ne pas arriver là-bas en un seul morceau. Donc, il faudrait qu'on arrête aussi cette impression de croire qu'il n'y a que les joueurs. Elle prend les risques, c'est quand même 2 continents. Hein. Je dis bien, attends, c'est parce qu'aujourd'hui elles jouent au Cameroun. Lorsqu'elles vont jouer au Ghana, lors de la CAN, ou elles vont jouer, les journalistes également se déplacent. C'est pas un risque ça. Et le journaliste part pourquoi? Pour relayer l'information autour de l'équipe nationale. Donc lui aussi prend les risques. Il faudrait que les joueurs arrêtent de penser qu'il n'y a que eux qui prennent les risques pour les couleurs nationales. Et c'est un très mauvais message qui leur donne l'impression qu'ils ont le droit de tout faire, ils ont le droit de se fâcher et qu'on n'a pas le droit de leur poser des questions. Le journaliste ne vient pas en conférence de presse pour plaire. On a vécu cette situation, je crois que le président Tangana-Fouda à l'époque, Samuel Eto'o, était capitaine, où il allait jusqu'à dire à un journaliste que vous n'avez pas le droit de vivre, simplement parce qu'on lui avait posé une question qui avait trait à la mauvaise prestation des Lions face au Sénégal. Il est allé le plus loin en disant à ce journaliste que je vais voir votre patron. Et quelques temps après, ce journaliste a été renvoyé de son média. Donc, il faudrait que les joueurs comprennent qu'ils doivent contrôler leur communication qui peut avoir un effet boomerang plus tard. Donc, c'est une très mauvaise communication, une très mauvaise sortie. Elle serait restée dans l'esprit professionnel de répondre comme elle a répondu, c'est-à-dire je viens pour
gagner, Oui. quel que soit celui qui marque. C'est un Là, sport jusque-là, collectif, voilà, c'est un sport collectif, mais aller dans le sens d'une sorte de ping-pong, encore que la journaliste, dans sa question, peut-être, elle n'a pas été... La consoeur qui a estimé qu'elle doit passer le brassard à Shoot à Diarra. C'est un avis. Est-ce que c'est son rôle? C'est son rôle. Non. C'est son rôle. Non, son rôle Je n'est dis, pas on peut poser la question. Son rôle n'est pas venu de venir de donner le brassard à tel. Monsieur, on peut poser la question, oui, on peut poser la question sur le choix du capitanat. Non. Il n'y a pas de question. Je suis désolé. Lorsqu'on arrive en conférence de presse, il n'y a pas de question tabou. Non. Alors, si vous voulez rester dans cette logique, il n'y a pas de question tabou. Je ne reste pas dans la logique de la question. La reste pas dans la logique de lui poser la question si elle mérite même d'être... Elle a le droit de poser la question, mais elle n'a pas le droit de choisir à qui on doit donner le brassard. Pourquoi vous interdisez à un journaliste de choisir qui peut d'estimer que tel peut être le capitaine? En fait, c'est pas son rôle. Donc, il n'y a pas de question tabou. Et je dis, elle s'est très mal comportée en conférence de presse. Et cela... Et heureusement, il faut le dire, il faut que je vous le dise, heureusement que dans la coopération, ça discute et un certain nombre de décisions ont été prises après parce que... Bon, après, c'est une conversation entre deux Camerounais, même si c'est journaliste et sportif. Donc, il y a des décisions qui ont été prises dans le sens de laisser un peu passer. Après, l'optique pour tout le monde, c'est de voir le Cameroun se qualifier. Mais comme je le dis, c'est une très mauvaise communication de la part de la joueuse et du coach qui n'aurait pas dû communiquer de cette manière. Et le team presse, malheureusement, se retrouve au milieu parce que, n'ayant pas joué son rôle. De manière globale, Alba Tangana-Fouda, vous qui avez justement une grande expérience dans ce domaine, est-ce que vous êtes d'accord aussi quand Sylvain dit de manière globale, dans le problème de fond, c'est un problème de communication? Oui, globalement, c'est un problème de communication. Je vais vous donner deux clichés. Kylian Mbappé qui fait un bon match, mais il rate un penalty. Qu'est-ce que la presse française n'a pas dit? Ils ont tiré sur lui. Mais ce monsieur, il est professionnel. Et quand on est professionnel, on s'entoure d'une équipe dans laquelle il y a des communicateurs, dans laquelle il y a des conseillers en ceci ou en cela. Donc, même si le team presse, parce que ça va aussi créer un temps d'attente pour la réponse si le team presse doit d'abord briefer ces gens. Et quand on est professionnel, il faut être professionnel en football, en communication, parce que cela intègre ta carrière. Donc je dis, Mbappé a raté un penalty, on a tiré sur lui à boulet rouge, rien que pour avoir empêché que la France ne gagne. Mais vous avez vu, il a fait des sorties contre ça? Non. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Aimé Jacquet, pour la Coupe du Monde de 98, France Football a tout fait pour lui dire qu'il avait fait des mauvais choix. Jacquet a gagné la Coupe de France, la Coupe du Monde, mais France Football est resté dans sa logique, dans l'éditorial qui suivait la victoire, c'est que tu as gagné, c'est bien, mais tu as fait des mauvais choix. Heureusement, tu as gagné. Donc, c'est pour dire que, est-ce que Jacquet a répondu? Mais c'est un problème de communication générale, de comportement et tout. Est-ce que la jeune consoeur aurait dû poser cette question? Parce que oui, non, Serge Lamboy estime par exemple que non, elle n'avait pas à dire. C'est un peu comme on dit, il n'y a pas de... C'est un peu comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont des questions pour avoir une réponse assez logique. Mais je dis, vraiment, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Oui. Avec Aboudi, avec d'autres joueurs qui s'estiment être déjà arrivés, parce que c'est aussi ça. Donc la communication entre nos joueurs et la presse camerounaise, le climat n'est pas toujours très bon. Parce que ces mêmes joueuses-là, quand elles jouent mal là-bas en Europe, on ne leur fait pas de cadeaux. Et elles ne répondent pas n'importe comment, parce que là-bas, ils savent que la presse a un certain poids. Par contre, chez nous ici,
On prend les journalistes comme des gens qui viennent. C'est vrai, lorsqu'elles ont des problèmes de primes qui portent ce combat, pour que ces primes-là leur soient données. C'est la presse. Est-ce qu'elles se sont déjà mis en conférence de presse pour dire merci pour le combat que vous avez mené pour qu'on nous remette nos primes? Il faut que ces joueuses-là et ces joueurs arrêtent souvent de croire que la presse est là pour leur faire des cadeaux. La presse fait son travail et à eux de faire également leur travail. Maintenant, la presse camerounaise aussi a des brebis galeuses qui sont toujours en train d'aller vers certaines joueuses pour poser leurs problèmes, pour ceci, cela. Alors, ça énerve souvent oui, bien sûr, ça énerve ces vedettes-là. Donc, quand tu poses ce genre de questions, qui la met mal à l'aise, la question a mis Aboudi mal à l'aise, c'est pour ça qu'elle s'est comportée, elle a répondu de cette manière, parce qu'elle se voit enlever le brassard comme ça, et ça n'a pas été du tout bien pour elle. Elle n'a pas apprécié cela, mais ce n'est pas une raison pour répondre comme ça. Surtout interpeller la journaliste, c'est qui là, quelle radio, quelle ceci, quelle cela. Non, c'est un peu comme pour dire que toi là, tu es déjà sur ma liste noire et tout. Elle n'a pas besoin d'elle. Et puis le coach est allé plus loin en estimant que si cette journaliste se retrouve une fois de plus en conférence de presse, il ne fera pas de conférence de presse. Alors, est-ce que ça lui a choisi? Comme a dit mon ami Zambo, est-ce que c'est à la journaliste à choisir à qui donner le brassard? Ce n'est pas à l'entraîneur de choisir. Cette question-là bien suivie. Il va réagir. Je pense qu'on a pas bien que suivi, le président Fouda termine. Non, c'est pour dire que ce n'est pas à l'entraîneur à estimer que si tel est là, je ne viens pas. Mais s'il ne vient pas, c'est que vraiment, il n'est pas professionnel. Mais je sais que Zabo a parcouru le monde entier, son dernier stage au Brésil, partout. Mais je crois qu'il ne doit pas. C'est pas parce qu'on a commencé à tirer. C'est un peu surprenant de la part peut-être comme on a commencé à tirer sur lui après le tournoi amical du Nigeria, où il n'a pas gagné. C'est vrai, c'est trop tôt. Les gens, c'est trop tôt pour lui faire un bilan. Mais, tu vois, malheureusement, au Cameroun, avec le climat délétère qu'il y a dans les relations humaines, dans les relations sportives, ça amène les gens à se comporter d'une certaine manière alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, il n'a pas à regarder qui est dans la salle pour entrer en conférence. On ne lui dira jamais quelle est la liste des journalistes qui sont là. Parce que c'est une obligation pour lui d'être là, dans le règlement des matchs, des compétitions internationales. Il doit venir en conférence d'après-match. Il n'a pas à regarder ou à choisir les questions. Beaucoup de tension quand même. Si on était allé au bout de l'élément, on aurait vu qu'à la fin même, c'était assez tendu quand même entre la conférence s'est terminée en queue de poisson, pratiquement. Et là où nos jeunes confrères n'ont pas encore compris, ils n'ont pas. J'ai vu beaucoup d'applaudissements. Pourquoi faire? Pour apprécier la réponse de la pour mettre leur concert en difficulté. Et c'est là. C'est dommage. C'est là qu'il y a le problème. C'est là que ça met en cause la qualité de la formation peut-être de certains. Comment est-ce que vous pouvez dans une conférence d'après-match, vous avez une consoeur peut-être qui dit des choses peut-être pas bien pour l'interlocuteur qui est en face, la réponse qui est donnée va dans le sens de lui manquer de respect et vous applaudissez. Vous êtes content. Comment comprendre ça? Ça veut dire que même le corps de métier de journaliste, sans vouloir vous faire de leçons, lui-même a un problème. Et c'est en ça que je souhaite que vous qui êtes des routiniers, toi tu es déjà un patriarche, et Sylvain est là qui fait bien ses classes dedans, je crois que vous devez sensibiliser davantage ce corps-là. Parce que ça ne fait pas sérieux, même pour l'image. Heureusement qu'on n'a pas montré tout ça aux yeux du monde pour que on ait comme impression que le Cameroun lui-même, en matière de journaliste, a encore des gens peut-être pas trop responsables. Maintenant, on va condamner l'attitude d'Aboudi qui, nous sentons, comme l'a dit le grand frère Tangana Fouda, quelqu'un qui répond dans la colère. Donc, il n'a pas su contrôler ses nerfs. Maintenant, la question ne lui a pas plu.
Je pense qu'on a des moyens autres de larguer une question sans pourtant sortir de soi-même, quoi. Voilà ce qu'on peut reprocher à l'attitude d'Aboudi. Ça, c'est mon avis. D'accord, on va peut-être, avec le concours de la réalisation, suivre exactement ce qui s'est passé lors de cette conférence de presse. Et juste derrière, Serge Zambo va réagir. Je ne sais pas, depuis un moment de temps, vous ne marquez pas. Au tournoi Aïcha Bouhamid, on ne vous a pas vu, on ne vous a presque pas vu. Lors de la confrontation contre le Chili, toujours pas, c'est Choutoya Djara qu'on a vu, qui a marqué lors du match aller contre la Centrafrique, c'était Choutoya. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de déposer le brassard ou alors d'entrer en cours de jeu? Ou alors d'entrer en cours de jeu, pour laisser la place aux jeunes, que ce soit les locales ou alors celles qui évoluent à l'international comme nous. Merci. Référence de ma capitaine, je voudrais ici, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que c'est moi qui fais les choix. Et ces choix, je les assume. Donc si je trouve qu'elle peut apporter encore quelque chose, je la convoque. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup que je ne convoque pas. Donc si la convoque, ça veut dire que je compte sur elle et elle va apporter, elle a encore à apporter à cette équipe nationale. Madame Pamela, Radio Sport Info, RSI. Moi-même, je crois que tu dois décrocher le micro. Parce qu'on ne pose pas ce genre de questions à quelqu'un qui prend des risques pour venir défendre les couleurs d'un pays. C'est le brassard. Tu as dit, Pamela qui Joya, tu veux que je dépose le brassard? C'est le brassard qui t'aide. Si le football c'est un sport collectif, si je ne marque pas, quelqu'un d'autre peut marquer. Le football c'est un sport et de nature, je ne suis pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Et si tu te renseignes, je suis la meilleure buteuse actuellement de cette équipe nationale. Si je ne marque pas, il y a une nouvelle équipe qui est en reconstruction. Peut-être mes buts viendront même dans 2 ans, pourquoi pas? Si pour moi, quand je viens en sélection, c'est pour gagner, peu importe celui qui marque. Si pour toi, marquer, c'est bien joué, Une Coupe d'Afrique, je ne pense pas qu'il faudrait enlever Aboudi, il faudrait enlever Chouk, il faudrait enlever celle. Je vous en prie. Madame Pamela, vous avez, n'est-ce pas, je vous en prie, demandez rapidement l'excuse, sinon prochainement, quand vous allez à la réunion, à la conférence de presse, je ne peux pas vous accepter. Je comprends pourquoi on ne nous respecte pas. Voilà, cette conférence de presse qui s'est achevée en queue de poisson le week-end dernier du côté du stade de Japoma. Serge Zambo. Bon, ok, j'ai peut-être réagi précisément lorsque Sylvain parlait tout à l'heure. Mais en ce qui me concerne, moi je pense que j'avais préparé autre chose pour cette mouture. Mais là, nous sommes un peu dans le vif du sujet. Parce que je voulais d'abord dire au préalable, dans l'histoire du capitanat au niveau du Cameroun, au niveau des équipes nationales. Vous pouvez répondre et puis revenir là-dessus. Bon, alors là, moi je suis un peu interloqué parce que je n'arrive pas à comprendre comment il n'est pas interdit à une journaliste ou à un journaliste de poser la question. Mais maintenant, il a interdit, moi je pense, de dire à qui on doit donner ceci ou cela. Non, ça n'a pas été dit dans ça a été dit. Attendez. Est-ce qu'il n'est pas possible pour vous de déposer le brassard? Point final. Non. On n'a pas dit pour telle ou telle autre personne. Non, elle n'a pas le droit. droit. Par contre, elle a bien précisé dans sa question. On vous a vu au tournoi. On vous a pas vu au tournoi Boiry. On a vu un tel match. Vous n'avez pas réagi. C'est Joya. On a vu la première confrontation contre la RCA. C'est encore Joya qui a sauvé l'équipe. Mais elle n'a jamais dit qu'on devrait donner le brassard à tel ou tel. Non. Moi, je pense que c'est orienté. C'est pas mal Njoya. C'est pas mal Njoya, d'accord. Et c'est Choutoya Djara. Et quand on essaie de revoir peut-être. C'est un peu facile. C'est facile ça. Oui, c'est facile. Mais je vais revenir à ce. Je dis c'est facile. C'est bien beau que ce soit facile, hein. Mais je vais revenir à ce que le grand frère a dit tout à l'heure. Par rapport aux journalistes, et je crois que c'est Serge qui a dit tout à l'heure qu'il y a certains qui ont parfois faim.
Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller voir une proximité? Non, il n'y a aucune proximité. Non, mais laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi développer. Entre cette Pamela Njoya et peut-être cette Chouta Diarra. Non, il n'y a aucune... Ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, et moi, je dis... tu n'as pas aucune relation. Non, tu n'es pas... Au moins, ce dossier, je le maîtrise suffisamment. Non, je ne pense pas que tu le maîtrises. C'est ce que tu penses. Suffisamment. C'est ce que tu crois. Voilà. Alors, je maintenant... sais de quoi je parle. Non, je dis non. Il n'y a aucune relation. Alors là, et maintenant, dans ce sens. Maintenant, est-ce que l'attribution, on va en discuter après, si tu veux, même en off, est-ce que l'attribution du brassard est synonyme du fait qu'on doit marquer forcément les buts? Je ne pense pas. Ça doit être synonyme de quoi? Ça doit être synonyme de performance, tout simplement. On n'est pas obligé de marquer forcément des buts. On n'est pas obligé. Justement, c'est pour ça que je voulais faire mon rappel historique. Vous ne m'avez pas permis. Vous voyez, je crois qu'Atangana est là, lui, parce que toi, tu es trop jeune. Lui également. Oui, non, je sais, c'est ce que je dis. Lorsque nous parlions de l'équipe nationale du Cameroun, à une certaine époque, elle était constituée la plupart du temps de locaux. Et le brassard était généralement porté par un local. C'est pour ça que je dis qu'Atangana est là. Toi, tu n'as pas connu les manuels et autres. À quoi c'est l'histoire alors? Ça, c'est un peu l'histoire. Alors, j'en viens. Et à un certain moment, donc, Koundé Manuel était défenseur. Il n'avait pas besoin de marquer des buts, comme Roger Mila, pour avoir le brassard. Bon, à un certain moment, donc, la révolution aidant, et là où il y a eu la grande fracture, nous sommes en train d'aller, je crois, en Coupe du Monde en 2010. C'est ça? Non, là, tu es déjà là. Tu es avec nous. Et en ce moment, donc, nous avions un défenseur comme capitaine. Rigobert Song. Marquait-il le début? Je ne pense pas. Et Paul Le Guen. La mode voudrait qu'en ce moment, que ce soit le joueur qui soit le plus en vue, qui soit le plus marqueur de but, qui est le brassard. Il arrive à un moment donné, c'est très très délicat, vous ne pouvez pas faire qu'en pleine compétition. Vous voyez un peu, vous brisez ça, vous prenez le brassard, vous donnez à Samuel Eto'o. Ça a fait une cassure au niveau de l'équipe et les performances de l'équipe nationale en ont subi. Voilà. Et il aurait été de bon ton si moi j'avais été entraîneur. Comme ça se passe ailleurs. Je répondais un peu également à M. Atangana tout à l'heure, parce qu'il a parlé de Kylian Mbappé. Lorsque Jacquet, dont vous parlez, sans parlant peut-être de Touré, je ne sais pas comment il s'appelait, il y avait un joueur à Marseille qui joue au milieu de terrain, je vais me rappeler tout à l'heure, il a été capitaine de l'équipe de France. Lorsqu'il sent qu'il ne peut pas compter sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle au téléphone, il a une causerie avec lui, il sait qu'il ne peut pas l'appeler, et le déchoir du brassard, il préfère ne pas l'appeler, et maintenant propulser quelqu'un d'autre. C'est ce que peut-être Paul Le Guen aurait dû faire avec Rigobert Sambana. Ne pas l'appeler même pour la Coupe du Monde. Ça peut faire le haro que ça fait, mais au moins, on allait peut-être avoir une assez bonne assise, une assez bonne entente au niveau de l'équipe nationale. Maintenant, je viens vers toi. Tu as parlé tout à l'heure du pénalty que Mbappé a arrêté. On ne lui a jamais posé la question en conférence de presse. Oui, mais... Ça n'a pas été posé en conférence de presse. Il peut réagir hors conférence. Oui, il peut réagir hors conférence. Ouais. Mais la question n'a pas été... Voilà, la question n'a pas été posée en conférence. Il y a d'abord eu, lui, une sortie. Lorsque Giroud se plaint un tout petit peu, donc ça aurait peut-être fait beaucoup plus si jamais encore il serait revenu dans les réseaux sociaux pour peut-être parler du même problème. Bon, et maintenant, l'autre pan de la question. Vous avez toujours parlé de l'Europe tout à l'heure. Vous avez pris l'Europe comme étant un peu la vitrine où on choisit... des exemples. Des exemples. Ouais. Mais moi, je connais aussi un coach qui dit que si je retrouve un journaliste, tel, pendant ma conférence, je sors. Et il a fait plusieurs fois. Moi, j'ai vu José Mourinho sortir plusieurs fois. Ils sont sanctionnés ou ils sont pas sanctionnés? Je ne sais pas s'il a été sanctionné, mais je ne pense pas. Mais je pense qu'il est sorti. Oui, on peut sortir en attendant la sanction. Voilà. Donc, dans le cas Zabo, lui aussi, il est possible qu'il sorte par exemple également et attendre également. Lors des prochaines conférences de presse, si la consoeur est là, il se lève, il sort. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est une possibilité. J'ai dit que c'est une... Ne me prêtez pas des mots. J'ai dit que c'est une possibilité. Pour dire que on ne peut pas, au nom du journalisme, venir poser des questions qui sont à la fois un peu agaçantes. Vous voyez un peu, c'est vrai que là, je vais revenir sur ce qu'il a dit. C'était normal qu'elle ne réagisse pas comme ça. Il n'y a pas de question bête. Voilà, elle n'est pas bête. Mais elle n'avait pas à réagir comme ça d'entrée de jeu. Vous voyez un peu, elle a dû prendre un peu son calme. Et là, je vais dire ce que le grand frère a dit. Dans le sillage du football, il faut bien communiquer, il faut bien traiter sa communication tout autour. Vous voyez un tout petit peu. Elle aurait dû peut-être prendre du recul et essayer de répondre de la manière la plus calme et la plus posée possible.
Ça, je suis ou pas du tout. Ou même pas du tout. Voilà, mais sachez aussi que, à la fin, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, je vais peut-être prendre un exemple mais avec toi en off, c'est en face de nous aussi quand même des êtres humains. C'est en face de nous des êtres humains. Et lorsque l'être humain est également un tout petit peu écorché ou écorné, parfois sachez qu'on peut se lâcher un peu également. C'est des êtres humains. On a beau être tout ce qu'on peut être. Moi, j'ai vu Macron plusieurs fois. Il faut peut-être être Paul Biya, sans publicité, qui prend beaucoup de calme, beaucoup de repli. Mais j'ai vu de Macron, le sang, il chauffe. Bon, pourquoi reprocher peut-être à une Abou Diongene? Donc, quand on va, pour vous, journalistes, quand vous allez poser des questions, prenez aussi quand même cette... je ne sais pas comment je peux dire. Non, prenez... Monsieur Serge Ambo, Monsieur Kwambi, le plaidoyer que vous faites ne passe pas parce que pas un plaidoyer. Ne vient pas faire plaisir. Ce n'est pas un plaidoyer. Ne vient pas faire plaisir. Oui, mais le journaliste doit choisir les mots qui vont dans le sens. Ce n'est pas une histoire de plaisir. Dans le choix des mots. Dans le choix des mots et la façon de poser la question. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas quel... Ce n'est pas un plaidoyer. Je ne trouve aucun mot blessant dans la... Non. Peut-être le fait qu'on parle du brassard. De déposer le brassard et de passer déjà le témoin à la génération. Comment c'est ça à l'aise dans le brassard? Tout à De l'heure, vous poser la question à la génération. C'est quelle histoire ça? C'est à elle. Elle est déjà coach pour venir dire qu'on passe le temps à la génération. Elle va parler de reconstruction. Oui. La joueuse, elle est joueuse. La joueuse, elle va parler d'une équipe en reconstruction. Et quand on parle de reconstruction, ça veut dire qu'on passe d'une génération à l'autre. Monsieur Serge Ambo, ce que je voudrais vous dire. Pas forcément avec tous les éléments. Tous les éléments ne parlent pas. En conférence de presse pour faire tous les éléments ne parlent pas. Un joueur ou un entraîneur. La sagesse voudrait que un journaliste ne vienne pas faire plaisir à un joueur ou à un entraîneur, monsieur. Là, il faut m'écouter. Voilà. Serge, vous allez terminer. Je vais chuter en disant que, tout simplement, je l'avais déjà dit tantôt, que lorsqu'on va en conférence de presse, choisissez également les mots, choisissez le ton, la manière. Parce qu'en face de vous, non, vous n'allez pas. Parce qu'en face de vous, parce qu'en face de vous, vous avez aussi c'est un ton agressif. Oui, c'est un ton. La question était aussi à la limite, si je peux le dire, c'était manque de respect en fait. Monsieur Serge Ambo, si vous lisez la presse depuis au moins 2 ans, les prestations de Abou Diongene sont suffisamment critiquées au sein de l'équipe nationale. Ce n'est pas un secret. Donc, lorsqu'on vient lui poser cette question, lors du match aller... Poser la question, pas Abou Diongene. Poser la question à la personne qui appelle Aboudi. Poser la question à Wabo, pas à elle. C'est pas elle qui appelle. Elle ne s'appelle pas elle-même. Mais on doit lui poser la question. C'est le coach qui l'appelle, monsieur Atangana, vrai ou faux? Mais c'est elle qui joue. Oui, mais c'est elle qui joue, mais c'est le coach qui l'appelle. Ne posez pas la question à Aboudi Diongene. Pourquoi on ne lui pose pas la question? Non. On peut poser la question à l'entraîneur par rapport au choix. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser la prestation? Vous voulez donc qu'on lui pose quelle question? Par exemple, la question, madame Aboudi Diongene. Donnez un exemple de question. Un exemple, c'est clair, c'est facile. Depuis un certain temps, vos prestations ne sont pas à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, par exemple? C'est simple. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, par exemple? Elle a Aboudi, elle répondre poliment. Oui, elle peut répondre poliment. Oui, elle peut répondre poliment. Elle devait dire que pourquoi aussi vous ne faites pas de belles prestations dans vos papiers. C'est aussi puisque dans sa manière de répondre, c'est que tu l'attaques, elle t'attaque aussi. Donc, non, en tout cas, je vais faire un exemple. Vous m'avez demandé un exemple, je l'ai fait et moi j'ai dit, voilà comment est-ce qu'elle peut répondre. D'accord. En tout cas, on a suivi aussi l'entraîneur et il a dans sa réaction dire que c'est lui qui assume. Non, mais il va très loin en demandant à la journaliste de s'excuser. Serge Kamdem, l'entraîneur a dit qu'il assume. Donc aujourd'hui, même si sa capitaine ne marque pas de but, il assume ça. Bon, avant de parler de ce sujet, nettement, j'invite vraiment ces motions d'ordre. Quand quelqu'un a la parole, laissons-lui le soin de finir. Parce que Sylvain, dans sa fougue à... C'est pas un monologue non plus. Non, c'est vrai. Mais on peut le faire de façon polie pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. Parce que nous sommes écoutés par des milliers de personnes et nous devons nous respecter nous-mêmes. Maintenant, pour revenir à ta préoccupation, moi, j'ai vu un coach qui a voulu défendre sa joueuse, en fait. Mais avec un peu de maladresse. Parce qu'assumer n'est pas le grand problème. C'est là où il dit à la journaliste... Madame Pamela, si vous ne retirez pas vos propos, si vous ne vous excusez pas, je pense qu'il ne va plus l'admettre. Je vous demande de vous excuser rapidement. Donc la façon même de le dire, pour moi, est déplacée. Et je pense que nous tous gagnerions à apprendre. Parce que dans la vie... C'est quand même une victoire. Non, j'ai dit, on peut gagner. On peut être un bon technicien, entraîneur sur le terrain, mais la communication n'est pas forcément son dada. Donc c'est des choses à parfaire.
Et là, moi, j'interpelle encore la team presse officielle. Celle qui est là pour la communication. Je n'ai pas vu comment elle s'est mise entre les parties pour réguler la situation. Parce que le coach, même avant qu'il n'intervienne, elle devait être pour moi la première à interpeller et la journaliste et même à faire que la voix, pourquoi pas, si elle sent que ça va l'irriter, elle peut l'empêcher de reprendre. En jugeant la question peut-être déplacée. Je pense qu'elle est dans son droit. Et c'est en ça que je dis, nous devons, en plus des postes que nous créons, amener les gens à comprendre le contenu de poste et à s'approprier. Parce que dire que tu es nommé tel team presse ou bien sélectionneur, c'est juste ça. C'est juste ça. Maintenant, à côté, qu'est-ce qui est ton rôle devant certaines circonstances? Tu peux ne pas les intégrer la fonction. Donc, moi, je pense qu'il y a toute une pédagogie qu'il faille tirer des incidents comme cela, sans pour autant faire une polémique, parce que dans la vie de Tom, tout humain est perfectible. Le coach a voulu protéger Aboudji, qui est un élément essentiel de son dispositif, et a pensé rejeter donc rapidement le tort sur la journaliste, bien qu'il y a eu de la maladresse dans ce qu'il a fait. Donc moi, je pense qu'il faut, dans le monde du sport, comme c'est fait pour fédérer, vraiment que toutes ces parties-là puissent se retrouver, que la journaliste comprenne à quel niveau sa question n'était pas, pour moi, bien séante, qu'Aboudji, en tant que joueuse qui est de renom au Cameroun, parce qu'on parle de footballeuses de notre pays aujourd'hui, elle est parmi les meilleures dans le sens du quota. Donc quand on te pose une question, même si elle est déplacée, tu as le temps de prendre la maîtrise de toi, soit banaliser parce qu'on répond parfois aux imbécilités par le silence, soit dire des choses de façon à ce qu'on ne sache même pas que la question t'a dérangé. Mais là, on a vu qu'il y a un manque de contrôle de soi et tout ça. Pour moi, c'est pas bon pour l'image. Donc globalement, c'est un incident malheureux à vite oublier. Nous devons tirer les leçons ici et amener la profession, que ce soit celle des journalistes, que ce soit celle de le métier de team presse officer, ou bien celui de sélectionneur, à travailler le côté de la communication. Elle n'est pas sa première bévue. Vous vous souvenez, lors du tournoi Boari, elle avait lynché pratiquement son coach en même conférence de presse. Ça peut être une maladresse. Non, c'est pour ça que j'ai dit elle ne va pas continuer à enchaîner des maladresses et on va venir ici sur le plateau. Ça n'empêche pas que ça reste à Aboudji Angoné. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, mais sauf qu'elle doit tout faire pour avoir un comportement irréprochable. Elle a complètement lynché son coach. Tu pensais qu'on vient dire quoi sur le plateau? On pensait qu'elle a complètement lynché son coach lors du tournoi Boari, lors d'une question. Moi, je voudrais dire une chose. On est en train de tirer sur la team presse, mais vraiment, pendant le CHAN, je n'ai pas vu de team presse qui s'asseyait entre... Et qu'est-ce que vous parlez d'un responsable média CAF qui est assis et qui régule? C'est lui qui coordonne. Et ça veut dire que le coordonnateur peut faire son Donc, vraiment, c'est des choses qu'ils doivent se dire avant. Voilà. Vous irez en conférence après match, quel que soit le résultat, vraiment gardez votre calme. Ça, c'est ce qu'il doit leur dire. Il n'a même pas besoin de venir s'asseoir là. Parce que... Dans mon milieu, c'était qui? À la CAN... C'était la team presse, non? Oui. Et quel est son rôle là-bas au milieu? Là, où ça soit au milieu des deux. Mais quand tu es assis, quand tu es assis là, ça veut dire que tu es censé apporter quelque chose à ce qui se passe. Voilà. Je pense que ma lecture, je ne sais pas si je me trompe, mais en réalité, on doit participer à la calmie parce qu'on doit sortir là avec l'intérêt supérieur qui est celui d'échange cordial entre les personnes. Est-ce que ces team presse sont formés pour ce travail? Voilà le problème que nous sommes en train de soulever. Ils ne sont pas formés. Parfois même, ce n'est pas des journalistes. Parfois, mais qui s'approprie le poste quand même. Des gens comme quand ça. Tu prends une fonction, tu as la fiche de poste, au moins tu prends connaissance et tu apprends. Je pense que c'est la moindre des choses. Voilà. Alors peut-être pour sortir de cette question, Sylvain, il y a évidemment cette situation-là qui a été soulevée du côté des Lions. Mais chez les Lions aussi, on a observé il y a quelque temps un changement au niveau du brassard. Vincent Oubacar, capitaine des Lions indomptables, désormais en lieu et place de Maxime Choupo-Moting. Et cela avait suscité quand même quelques incompréhensions. Est-ce que pour vous, c'était un peu la même analyse aussi? C'était simplement la réparation d'une injustice criade vis-à-vis de Vincent Aboubakar, au regard quand même de ce qu'il a apporté depuis qu'il est dans cette équipe nationale. Lui donner le brassard, je dis bien, c'était réparer une injustice criade. Déjà, en termes de sélection, Aboubakar Vincent est dans cette équipe avant Eric Maxime Choupo-Moting, si on veut partir sur la base de l'ancienneté. Maintenant, en termes d'apport, je pense que Vincent Aboubakar a plus marqué les mémoires et qui ne se souvient pas une fois de plus de 2017 avec Aboubakar Vincent, qui d'ailleurs, le coach a eu un discours de manière à lui faire comprendre qu'il n'était pas son favori. Et à chaque fois qu'il est entré, et je pense que c'est sur cette lancée-là que la journaliste a également posé cette question. Parce que lorsque Hugo Bross arrive au Cameroun, il dit, M. Aboubakar Vincent,
monsieur Nicolas Nkoulou, vous êtes certes des cadors, mais je ne compte pas sur vous. Le rôle que je veux que vous jouez auprès de moi, c'est un rôle d'accompagnement et de soutien avec vos collègues. Ça a jazzé dans la presse, mais il a su maintenir le discours et ça a porté son fruit. Et aujourd'hui même, ça a permis à Boubacar Vincent et Nicolas Nkoulou après de se relancer dans leur carrière parce qu'on a eu comme le sentiment qu'ils ont été touchés dans leur orgueil propre et ils ont compris qu'il fallait qu'ils travaillent davantage pour démontrer qu'ils restaient de véritables lions. Et on a vu comment Vincent Boubacar a ébloui le monde pendant que Choupo-Moting, il faut le dire, à cette période-là, avait carrément refusé de venir jouer pour l'équipe nationale. Donc, lui redonner le brassard, pour moi, c'était la réparation d'une injustice au regard de tout ce qu'il a déjà apporté pour cette équipe nationale. Même lecture? Non, moi je ne suis pas dans cette lecture de la réparation de l'injustice. Je ne pense pas. C'est tout naturellement. Moi je pense que tout à l'heure, je dis tout à l'heure que ça s'est passé en interne. Le coach Conceição, il a choisi Boubacar. Je ne veux pas aller voir dans le sens des injustices, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'on aura marqué un but en 2017 en finale sublime qui nous a fait jaser qu'on répare une injustice. Est-ce que la meilleure manière de réparer une injustice, en 2021, c'est donner le brassard? Moi, je me pose bien cette question. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de réparer. On peut réparer une injustice d'une autre manière. Donc, pour moi, la lecture est là. Si ça ne crée pas du rififi au sein de la tanière, tel que ça se passe en ce moment, moi, je ne vois pas où est le problème. En termes d'ancienneté, il a dit, je suis d'accord, il est plus ancien en termes de nombre de buts. Peut-être que le coach, il faut être dans la tête du coach pour savoir quels sont les critères qui sont les mêmes, qui permettent qu'il prenne le brassard. Parce qu'il avait dit, je fais les choix en fonction des stratégies de jeu et pour le bien de l'équipe. Et à un moment donné, même ce brassard a d'abord bel et bien tourné sous Conceição, si mes souvenirs sont exacts. Il a bien tourné. On l'a vu chez Ngande, on l'a vu chez Choupo, on l'a vu au cours de la même, c'est-à-dire qu'on appelle, c'est-à-dire pour la même période FIFA. C'est-à-dire qu'on joue 2 ou 3 matchs. J'étais à un match à Yaoundé où j'ai vu Choupo avec le brassard. Un match le mardi qui suivait, j'ai vu Ngande. Donc je pense qu'après avoir fait tourner, il s'est figé. Oui, quand il s'est donc figé sur Aboubacar. Donc, mais dire aujourd'hui que, je m'excuse, dire que c'est réparer une injustice, c'est un peu aller un peu trop. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui estiment que, bon voilà, on a un joueur comme Eric Maxime Choupo qui donne satisfaction sur le plan des performances en club, par exemple, par rapport à Vincent Aboubacar? Non, si tu as suivi mon propos liminaire tout à l'heure, je préfère encore qu'on rentre dans la ligne de Kwambi, c'est-à-dire l'ancienneté. Ce n'est pas une histoire de satisfaction. Tu reviens peut-être au boom de 90, 2010 là et autres. C'est-à-dire que là, on voit les bébés biberons d'hier, ainsi de suite. Donc, je dis, ce n'est pas forcément le joueur le plus performant qui devrait arborer le brassard. Ça, c'est l'ancienne époque, c'était ça. Ce n'était pas forcément le joueur le plus performant. C'était peut-être le plus ancien, le plus à même de comment je peux appeler ça? Permets-moi. Si tu permets, avec ta permission, oui? En réalité, le brassard, c'est le relais de l'entraîneur sur le terrain. Voilà. Donc, vous comprenez que le choix dépend de plusieurs critères. Et ça, comme vous l'avez dit vous-même, le sélectionneur souvent le définit au préalable. Voilà. Souvent par rapport au système de jeu qu'il veut mettre en place, souvent par rapport au côté tempérament même de l'homme qu'il choisit. Voilà. Donc il y a plusieurs critères qui en ligne de compte qui n'ont rien à voir avec certains éléments subjectifs que nous pouvons développer. Donc je voulais te laisser continuer. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir être en conflit avec certains joueurs au risque, de peur de risquer sa place. Ça aussi, ça tient. Ça peut tenir. C'est parfois le gars qui est à même de fédérer. Peut-être c'est le cas avec... Le gars qui est à même de fédérer, voilà. Et qui fait peut-être un peu l'unanimité. Puis il y a des gens qui sont, parfois, il est là, il est leader. Ouais, l'équipe de France, c'est le gardien qui est capitaine. Hein. Mais c'est Mbappé qui marque. C'est Giroud qui marque de temps en temps. C'est Griezmann, mais c'est le gardien qui est capitaine. En Coupe du Monde en 82, c'est Thomas Nkono qui était capitaine, au détriment de Ndombele, justement. Mais ça n'avait pas créé une fracture. Vous voyez, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas forcément le gars qui fait les très bonnes performances, qui joue dans le plus grand club, parce que c'est ce qu'on va me dire. Choupo joue au Bayern, ça c'est vrai. Ouais. Il a été champion d'Allemagne, ça c'est encore vrai. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne peut-être. Je crois, non, c'était Dortmund, ça c'est vrai. Mais le coach a choisi Aboubacar, comme ça le disait, et peut-être comme Sylvain dit, pour d'autres raisons. Et qu'on essaye d'élucider ça et là. Mais nous ne sommes pas dans la tête du coach. D'accord. Pour terminer sur le sujet, président Atangana Fouda. Je suis tous ces développements, mais je me pose la question,
pourquoi lorsque le gouvernement nommait les capitaines, il n'y a jamais eu de problème? Il n'y avait pas ce genre de situation, Est-ce qu'ils avaient un comité pour décider que vraiment tel était un rassembleur? Ils ont nommé beaucoup de capitaines jusqu'à pratiquement au moment de la Révolution ou la... Rigobert, on ne nomme pas. C'est Tato. C'est Tato. Rigobert, c'est Stéphane le dernier. Le Stéphane, c'était le dernier. Non, après Rigobert, on a nommé encore des capitaines. Moi, je après la débâcle de... Voilà, il y a un Bia qu'on a nommé. Il y a même une Koulou qui a également fait l'objet d'une nomination. Moi, j'ai dit une chose. À l'ancienne époque, il y avait le respect, c'est-à-dire les joueurs se respectaient et chacun savait quelle était sa place. Laquelle l'argent n'était pas encore aussi fort. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est des joueurs de la même génération, là, des jeunes qui beaucoup ont la grosse tête, qui estiment parfois que pourquoi tel, pourquoi pas tel, pourquoi pas moi. Vous avez vu en 2010 ce qui s'est passé, même des frictions dans nos vestiaires. Parce que pourquoi Eto'o, pourquoi lui, avec son cousin lointain qui lui aussi dans Barcelone, il croit que moi aussi je joue à Barcelone. Donc ça c'est la nouvelle génération a trop de problèmes à résoudre, c'est-à-dire qu'il y a cette mentalité-là et il n'y a plus le respect de l'ancien, sauf que moi je loue la résilience. Il est plutôt calme. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce phénomène-là fait problème. Le capitanat d'Eto'o, ça a été malheureux, mais ce que je voulais dire, ce n'est pas à Zambo ou à Kwambi que Le Guen ne voulait plus de son ni de Njitab dans son équipe. Mais c'est le gouvernement qui lui a dit que tu ne peux pas aller, il faut les laisser terminer en beauté leur carrière en Coupe du Monde. Mais lui ne les voulait plus. Et tout cela l'a amené à prendre Eto'o comme capitaine de cette nouvelle génération. Il aurait pu maintenir son capitaine, mais quand il n'était pas entrant... Bon, lui le Guen avait sa... Sauf que lui, il est venu avec sa philosophie. Tout à fait. Ça dépend comment tu arrives. Hein. Voilà. Tu sais, nous ne sommes pas surpris ici. Si on veut recruter Lydie ici parce qu'elle n'est pas estivée et elle vient par le sommet, et on lui dit tu as le droit de faire ce que tu veux, elle ne va pas arriver ici et savoir qu'il y a des us et des coutumes. Hein. Elle vient avec son idée. C'est le temps d'implémenter qu'elle va voir que, tiens, peut-être quand je fais ceci, ça ne plaît plus, mais tu es déjà dans le chaudron, quoi. Je pense que c'est ce que le Guen a eu comme problème. Ça y est, il est venu avec une grosse tête. On lui avait donné un peu une sorte de pâte blanche. Voilà. Et quand il est arrivé, c'est quand il s'est mis le pied dans le plat qu'il a compris. Qu'il s'est rendu compte qu'en fait... D'accord. Voilà, c'était trop brutal. Ça a créé la fracture. Même au sein de la population, c'est pas passé. La population, ça n'a pas passé. C'est pas passé. Même dans les villages. Oui, effectivement. Ça a créé dans son séjour. Alors, on va donc terminer cette première partie de l'émission en parlant rapidement des Lions indomptables U20. U23 notamment, avec ce stage organisé du 25 au 27 octobre en France par la direction technique nationale, un stage qui était réservé aux binationaux de moins de 20 et 23 ans. Ils étaient une vingtaine à prendre part à ce stage et on a vu ici l'un des joueurs susciter beaucoup de curiosité, beaucoup de questionnements aussi. Jérôme Kwamo Kamdem, le jeune gardien de but, qu'on va vous proposer quand même de découvrir et d'écouter. Je m'appelle Jérôme Kwamo Kamdem. I'm âge 18, gardien de but, club Bielefeld. It was a great feeling and an honor for me. I was very happy. No, but I want, and my grandfather also want. But I know a lot of people from Cameroon. They met me also in Germany, in my town. They were in my house, and we eat together and have a nice chat. It was very good.
to see all the guys on the pitch, and yeah, I like it. Sometimes it's a little bit hard for me to understand, but I try my best. To play one more time, even more for Cameroon, and I try my best. I work really hard, and yeah. Maybe sometime I play for the first, but I'm giving my best, and then we will see. I think we have Onana, a great goalkeeper. When he was young, he played for Barcelona and then transferred to Ajax Amsterdam. Pour ce qui concerne Jérôme Kouamo Kamdem, je ne sais pas, Kamdem quoi, mais c'est ce plateau. Est-ce que vous avez compris un peu l'engouement que cela a suscité, même sur les réseaux sociaux, où pas mal d'internautes ont réagi par rapport à ce stage-là et surtout par rapport à ce joueur dans nos rangs? Mais avant de parler spécialement de ce joueur qui fait la une des journaux parce qu'on voit un blanc qui est camerounais. Voilà. Bon, je pense que c'est ça le problème dans l'esprit, dans l'entendement des Camerounais. J'aimerais d'abord ici féliciter et louer l'initiative de la fédération. Personne ne se demande mais comment ça se fait qu'on soit en train de regrouper des joueurs en ce moment en France. Personne ne se pose la question, mais c'est plutôt Kouamo Kamdem qui fait la une. En réalité, ça c'est un projet mis en place par le bureau actuel de la fédération qui était celui de ne pas perdre les binationaux. Et dans cette logique-là, on capitalise au niveau de la formation qui est une carence chez nous. Donc, on voit que le projet en lui peut être prometteur parce qu'en réalité, à travers lui, on peut dénicher des pépites, les intégrer facilement dans nos sélections tout en leur apprenant les mentalités de chez nous, ce qui n'est pas aisé. Bon, parce qu'il faut apprendre le MLE et tout ça, mais au moins susciter en eux l'envie et la volonté. Maintenant, pour parler de Kamdem Kouamo, donc le lien et les similitudes avec mon nom semblent évidentes. C'est plutôt bien de voir qu'un jeune de sa trempe, à travers les parents, parce qu'en Occident, ce qui est bien, c'est qu'on n'oublie jamais d'où on vient. Oui. C'est-à-dire, lui, même s'il ne connaît pas le Cameroun profond, il a un parent qui est camerounais, donc il s'intéresse à l'histoire du Cameroun. Et quand, peut-être sous conseil de son papa, il peut revenir jouer au terroir, c'est plutôt une découverte pour lui. C'est vrai qu'il joue là dans une sélection camerounaise au niveau de la France. Je pense que ça va être plus émouvant et plus pathétique pour lui lorsqu'il va se retrouver dans le chaudron d'ici, où les gens vont courir après lui ne serait-ce que pour le toucher, parce que ça c'est la mentalité de chez nous. C'est-à-dire, il nous dit, ben, tiens, enfin nous avons notre blanc, comme on dit dans le jargon du quartier. Puisque les Français ont le noir, en réalité. Quand vous voyez notre Mbappé jouer à l'équipe de France, quand vous regardez la sélection de France championne du monde, ces derniers temps, quand vous regardez bien la couleur, je pense qu'on a la peine à avoir de la peau blanche dedans, mais ce sont des Français. Donc on a la chance à travers notre Kamdem Kouamo d'avoir une nouvelle génération de Camerounais à la peau blanche. On a vu Choupo avec le teint clair, mais là on a vu Matip aussi avec le teint clair, mais là on a carrément un blanc. Et vous voyez qu'il y a donc cette révolution qui montre que le foot, c'est un monde dans lequel tout le monde se retrouve et on peut, selon les intérêts mis en place par la FIFA, prendre une nationalité X ou Y à des moments précis. Peut-être tout amener sur la question Serge Zambo. C'est important quand même, comme le disait d'ailleurs le DTN Serge Noah, le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants. Il est important que tous ces jeunes Camerounais talentueux qu'ils sont aient un objectif qui est de pouvoir jouer pour l'équipe du Cameroun. Oui, vous voyez, ça c'est tout simplement les effets de la mondialisation. Pendant bien longtemps, c'est vrai que l'Allemagne a même résisté. On n'utilisait pas beaucoup, on ne voyait pas les Noirs là-bas. Bon, mais à un moment donné, ils ont compris que ce que la France faisait à côté, ils ne pouvaient pas apporter des fruits. Et donc, subitement, on a vu des Boitins apparaître, des Assamois et autres. Bon, donc aujourd'hui, nous aussi, nous voulions avoir même 2 ou 3 blancs. Pourquoi pas? Pas forcément qui ont même des liens
avec le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, le gars, il a certainement le nom. Vous voyez, le nom est bel et bien camerounais. Ça montre quand même qu'il y a une souche. Moi, je voudrais même avoir un blanc français qui décide de venir jouer avec nous. Un peu comme Andy Delors. Vous voyez, Delors qui joue avec, je crois, Nice, il n'a aucune racine avec l'Algérie, mais il a décidé de jouer pour l'Algérie parce qu'il s'est rendu compte qu'au terme de sa carrière, peut-être forcément, il ne pourra pas jouer dans une équipe nationale. Il s'est rangé du côté de l'Algérie et tout simplement. L'Algérie lui a fait des beaux yeux. Et il va jouer. Il était à la dernière CAN, pas titulaire, et certainement celle-ci, celle qui je souhaiterais bien qu'il soit là. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce à quoi nous voulons aussi arriver. C'est vrai qu'il y a eu également quand même le problème, à un moment donné, des quotas. Vous avez suivi avec Laurent Blanc. Mais je pense que ça a été rabattu en brèche. Et la plupart du temps, ces gars-là qui jouent beaucoup plus pour les équipes françaises, qui ont fait miroiter peut-être l'équipe de France au bout, dès qu'on les appelle 2 ou 3 fois, on les grille en chemin, ils ont compris qu'il vaudrait peut-être mieux commencer directement avec les équipes nationales d'où ils sont originaires. Peut-être ils auront beaucoup plus de chance. Vous avez, on peut citer plein d'exemples en France, des joueurs qui, par exemple, il y a Roger Boli qui avait voulu jouer pour la France. Il y a même le jeune Bounassar qui à un moment donné voulait absolument jouer pour la France, mais qui a compris. Il a compris pour la France. Il a compris, il est revenu. Ben Arfa. Ben Arfa, par exemple. Je parle même de Bounassar, récemment, qui a compris que, obligé, parce que ça c'est l'actu, Ben Arfa, peut-être il a en pré-saison où il a arrêté de jouer, mais Bounassar a compris, il s'est rebiffé directement, avec certainement, il est déjà appelé avec la sélection sénégalaise. Donc, lui il est bien noir. Donc si aujourd'hui, moi je dis, je veux voir un blanc, tout fait. C'est-à-dire de mère blanche et de père blanc, mais qui vient jouer chez nous. Oui, mais Zambo, le problème de fond pour moi, c'est comment manager tout ce monde-là. Oui, on sait quel est le désordre qu'il y a dans le management de nos équipes nationales. Et jusqu'à U23, ils ont encore le temps de changer. Bien sûr. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. Tu peux jouer en U23 dans une nation et changer pour aller... tant que tu n'as pas joué en A, tu peux changer. Donc, tout va dépendre du management, de ce groupe-là, de ces jeunes-là, jusqu'à leur intégration en équipe A. Parce que chez nous, vraiment... C'est un projet. Il faut quand même, rapidement, et on passe au débat. Que Serge parlait tout à l'heure d'un projet. Oui, c'est bien de regrouper des jeunes, mais cela démontre également des insuffisances. Sur le plan local, oui. Sur le plan local. C'est-à-dire, je pense que la DTN devrait réfléchir. Si on en arrive à aller en France pour faire ce type de travail, ça démontre qu'il y a des insuffisances et c'est en ce sens-là qu'il faudrait véritablement repenser la formation, voilà, pour permettre qu'on puisse d'abord compter sur nos locaux. Il ne faudrait pas toujours attendre parce que l'idée derrière aussi, ce qui pourrait justement être grave dans ce type d'initiative, c'est que, et ça c'est même déjà grave parce que lorsque vous regardez la plupart de nos centres de formation, on ne forme pas pour le marché local. On forme pour rapidement exporter avant 18 ans, parce qu'on estime que c'est... On n'exporte pas avant 18 ans en réalité, c'est interdit. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a ce qu'on appelle les prêts, il y a ce qu'on appelle les prêts contrats. Non, pour dire ça avec ta permission, c'est qu'aujourd'hui nous sommes conscients des manquements sur le plan local, dont les centres de formation qui détectent les talents chez nous, les mettent rapidement à disposition des grands centres à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils font des conventions où on continue la formation du jeune joueur. Parce que sur le plan local, soit on a des manquements, soit on n'a pas des compétences réelles requises pour affiner et être un potentiel joueur qui va être rentable à l'avenir. Quand maintenant on a un club étranger qui, dans son centre de formation, peut intégrer un jeune et faire de lui une grande star demain, c'est des retombées pour le club en question parce que c'est la formation, les indemnités que la FIFA va payer. C'est un ensemble de choses qui vont être bien pour le joueur lui-même, au niveau de ce qu'il va acquérir, et tout le monde pense qu'il faut capitaliser. Ailleurs, on parle de ce qu'on appelle de pôle espoir. J'ai eu la chance avec Jean-Baptiste Bisset, que je salue ici, d'aller à Lens voir ce qui se faisait. Les clubs en Europe, pour la France particulièrement, ne rêvent pas tous d'être grands clubs. Il y en a qui sont là pour former. Après avoir formé, on les laisse à la disposition des clubs qui sont au milieu, et la fédération, à travers la DTN, fait ce qu'on appelle le pôle espoir. Le pôle espoir, c'est le petit groupe dans lequel on va mettre le joueur en condition
pour être prêt. Et c'est comme ça que Varane s'est retrouvé au Real de Madrid et c'est aujourd'hui la tête de proue de ce que Lens a pu faire dans le monde. Donc, c'est pour dire, c'est un problème d'organisation. On espère que ce que vous avez vu là-bas, vous allez implémenter. Laissez-nous le temps de travailler. Vous laissez-nous le temps de travailler. Parce que vous allez toujours voir, mais quand vous revenez, le temps de travailler, on ne voit jamais rien sur le terrain et il faut encore qu'on fasse recours à ce type de trucs, à ce type de regroupement, pour se rendre compte qu'on a des blancs qui peuvent Vous avez vu ce qui se fait en France, ça vous plaît? Ça veut dire que c'est un travail qui a commencé? Non. Vraiment, pour moi, c'est un aveu d'échec de la direction technique nationale. C'est vrai, combien on a quand même de l'ANAFOOT ici. Et vous savez que ça peut même détourner les missions de l'ANAFOOT. L'ANAFOOT peut se détourner en format également pour envoyer, alors que le souhait, c'est qu'on forme pour que Fauveau de Baham puisse exploiter, remporter la Champions League, que Coton Sport puisse exploiter, que Union puisse exploiter. C'est d'abord ça la vocation de la formation. Ce que tu dis n'est pas faux. Maintenant, il faut intégrer le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes après de 10 ans où tout est bâclé. Parce que les gens sont dans les tribunaux. Donc, dans cette logique-là, on ne travaille pas. Maintenant, à partir du moment où on est contraint en tant que Cameroun à continuer à glaner des lauriers, on est obligé de chercher ce qui est bon et qui peut nous appartenir. La preuve, c'est que quand vous vous appelez Kylian Mbappé, tout le monde sait que vous êtes Camerounais, mais vous jouez finalement pour la France. Ça fait mal. Donc, il faudrait que ceux-là qui ne sont pas sur le terroir et qui sont ailleurs aient leur tribune. Pourquoi est-ce qu'on fait les élections, on ouvre des tribunes ailleurs pour les Camerounais de l'extérieur? Ça reste après trouver un Camerounais. Donc, je pense qu'il faille, même ce que tu dis sur le plan local qui n'est pas faux, ça reste il faut travailler, mais on ne peut pas non plus, abandonner cela. Donc, on a commencé ce chantier là-bas, c'est bien beau. Maintenant, il faille pour finir ce que tu viens de décrire ici. Et pour ça, il faut que les gens aient le travail à faire. On attend de voir. Voilà, attendons de voir. On attend de voir, affirme le président Fouda. Alors, on va poursuivre cette émission en rentrant dans la seconde partie pour parler tout d'abord de la Coupe, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, il y a quelques jours, du 19 au 24 octobre notamment, le secrétaire général à la présidence de la République a effectué une visite des différents sites de la compétition et il était à Douala, Limbeboya, Bafoussam, Garoua et puis Yaoundé pour terminer le week-end dernier. De manière globale, c'est un sentiment de satisfaction qui ressort de cette tournée. Alors, Albert Tangana-Fouda, comment est-ce que vous appréciez justement cette descente-là du ministre d'État SGPR sur les sites de la CAN? Makeda, si vous me prenez pendant une semaine pour faire le tour des stades du Cameroun dans de très bonnes conditions, je vous dirais que je suis très satisfait. Mais je vais relever qu'au même moment, quand FIFA fait des stages techniques pour les gens qui vont gérer le gazon, qui vont gérer véritablement les infrastructures. Mais les autres, ils se promènent, ils font du tourisme. Moi, je dis ça comme ça. Parce que lorsqu'on nous montre... Lorsqu'on nous montre... Attendez, qui là-bas est technicien du gazon? Qui là-bas est technicien du gazon? Ils roulent là-bas sur le gazon, ils estiment que c'est bien. Oui, ça, ils ont toujours joué sur du gazon. Et il y en a même un qui a dit que, je crois que c'est Pagal, qu'avant, il jouait vraiment sur des terres, sur la terre battue. Aujourd'hui, vraiment, c'est ce qu'il y a. Écoutez, moi, j'aurais voulu qu'il soit avec des techniciens. Parce que, je crois que j'ai eu à le dire ici, un Camerounais a gagné en 2019 ou 2018 le trophée du meilleur gaz, je ne sais pas comment on les appelle. Tondeur? Non, pas tondeur. Tondeur, c'est trop le rabaisser. C'est-à-dire quelqu'un qui entretient le gazon? Oui, qui entretient le gazon. Oui, qui entretient. Non, un spécialiste de gazon à Guingamp. Et il a gagné la première place devant Paris Saint-Germain, devant Bordeaux, qui ont tous les moyens possibles. Est-ce qu'on a déjà eu à penser faire venir ce monsieur ici pour former ceux qui vont entretenir la trentaine de nouveaux terrains, de nouveaux gazons qu'on a chez nous? Un directeur de stade. La CAF a appelé les directeurs de stade. Il leur a dit vraiment il faut arroser, il faut tondre, il faut...
Mais ce n'est pas ça l'entretien du gazon. Parce que ce monsieur qui a gagné le trophée, dans France Football, 2 pages, il a eu à dire qu'il fait souvent 4 heures sur le terrain. Il cause avec les joueurs. Est-ce que cette hauteur de gazon vous va? Est-ce que... Et l'entraîneur a dit que ce monsieur fait partie du staff de l'équipe parce que c'est un technicien. C'est lui qui leur dit, il cause avec les joueurs, il cause avec tout le monde pour savoir est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça vous va? Mais chez nous, c'est le directeur du stade, un fonctionnaire, qu'on amène en stage pendant 2 jours, je crois, pour lui dire comment entretenir le gazon. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Et maintenant, si on revient sur la grande délégation que qualifie de touristique, ah bon? Oui, parce que ces anciennes gloires qu'on a pratiquement oubliées lors du CHAN, qu'on a pratiquement oubliées au début de cette histoire de la CAN, on a voulu se rattraper, les appeler tous, les faire le tour du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils ont, quelle qualité ils ont pour apprécier le gazon? De faire rouler le ballon est une chose. Mais les vestiaires, il faut des techniciens. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité, qu'il y ait des techniciens qui les accompagnent. Parce que quand la CAF et la FIFA viennent faire des inspections ici, c'est avec des techniciens de haut niveau. Nous, est-ce qu'on avait véritablement besoin de faire ça? Sinon, pour des objectifs publicitaires et pour vendre peut-être... nos destination Cameroun, mais sinon, vraiment, satisfaction par rapport à tout ce temps de bonne vie, mais pas pour moi. Sylvain Kouambi, c'est la même lecture par rapport à cette tournée? Non, je voudrais plutôt aller sur la chute du président Tangana Fouda pour simplement dire que non, c'était pas une visite, c'était pas une tournée de visite d'infrastructure. C'était de la communication et du marketing simplement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est le SGPR qui se met au devant de la scène? Non, je pense qu'il y a un problème. La CAN, on sait que c'est actuellement l'objet de surenchère où chacun veut s'en servir pour soit défendre tel intérêt, soit défendre une certaine position, soit se mettre plus en exergue. Et c'est peut-être pour ça qu'au moment où on arrive pratiquement aujourd'hui, que des gens estiment qu'il faille se mettre au devant de la scène. La deuxième chose, c'est que vous savez que c'est le SGPR qui jusqu'ici a géré toutes les task force. Et quand on sait tout le ramdam que le stade Olembe renvoie jusqu'ici, le stade Paul Biya, voilà, parce qu'il faut bien préciser le nom de baptême de ce stade-là, on peut comprendre. Est-ce qu'il a déjà été officiellement baptisé? Dans tous les cas, moi je sais que c'est le stade Paul Biya, il a même été baptisé avant même, pendant que la maquette était présentée, c'était déjà stade Paul Biya, à moins que je me trompe. Donc on peut comprendre qu'il soit une fois de plus au premier rang. Maintenant, comme je le disais, c'est une action de communication et de marketing. Et l'objectif, c'était quoi? Vendre la destination Cameroun, rassurer de ce que le Cameroun devrait être le pays qui abrite la Coupe d'Afrique. Est-ce que cela a porté des fruits au regard de l'effervescence que cela a créé? Je pense que quelque part ça a porté le fruit au regard de l'objectif qui était recherché. Donc on est passé par une contre-communication pour faire la communication, pour atteindre l'objectif de la communication voulue. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est que ce tourisme budgétivore aurait pu être mis à disposition de la commission communication, dont il faut rappeler a quand même un budget pour, quand on parle quand même de communication d'une compétition comme la CAN, et que vous voyez ce qui a été réservé à la commission communication, je pense que ce tourisme budgétivore, bien qu'ayant contenté nos gloires qui ont beaucoup apporté pour le football camerounais, ce tourisme budgétivore aurait pu être mis à la disposition de la communication pour davantage, parce qu'au finish, on s'est quand même rendu compte que c'était complètement fermé à la presse. C'était un choix bien précis et le reste de la presse, basta. Donc,
voilà un peu. Vous comprenez aussi la réaction, la colère de Jean Lambert, non? Non, je ne comprends pas sa colère. Non. Moi, je ne comprends pas sa colère. Ouais. Je ne comprends pas sa colère simplement parce que ils ont déjà aussi été aux affaires. Je vous rappelle par exemple qu'en 2016, il était dans la commission communication avec tout ce que ça va avec. Et beaucoup de journalistes n'ont pas une très bonne expérience de ce qu'il a, au-delà de tout le respect qu'on peut avoir. Je me souviens, lors des accréditations, par exemple, dans une salle d'accréditation, plusieurs journalistes internationaux, y compris nationaux, ont été frustrés parce que on ne comprend pas que vous êtes un doyen de ce niveau. Vous avez fait plusieurs compétitions internationales et c'est le même reproche qui est fait aujourd'hui à la commission communication, dont un autre doyen qui est Abel Bengue. On ne peut pas comprendre que vous êtes des doyens qui avaient fait plusieurs compétitions sur la scène internationale et que lorsqu'il vous arrive d'implémenter également ce que vous avez vu ailleurs, que vous permettez qu'on laisse la presse venir s'accréditer au même titre que tout le monde, et du coup ça crée tout le rififi qu'on a souvent vécu. Et lorsque on se réfère vers vous, qui êtes censé donner la bonne information ou donner une orientation pour faciliter le travail de la presse, vous êtes les premiers à vous mettre au devant de la scène pour les réprimander, pour les brimer. Je pense que ce n'était pas une très bonne expérience vécue. Donc je ne comprends pas la colère. Et puis, par rapport à j'ai suivi le débat sur Philippe Doucet, c'est un faux débat. Samuel Eto'o est ambassadeur du Qatar. Je ne sais pas si au Qatar, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, je ne sais pas s'il n'y a pas de Qataris là-bas qui puissent être ambassadeurs. Mais nous tous, nous avons salué. Mais pourquoi on pense que nous, on peut aller s'arroger des grands titres parce qu'on reconnaît nos mérites ailleurs et qu'ici, chez nous, on ne puisse pas aussi appeler d'autres personnes pour venir être une sorte de porte-étendard de la voix du Cameroun. Donc pour moi, je pense que c'était un faux débat. Et ça encore qu'il n'a pas jeté que des fleurs. Voilà, encore qu'il n'a pas jeté que des fleurs. Il a également apporté des éléments qui peuvent nous amener à davantage travailler pour améliorer. D'accord. Serge Zambo, sur cette tournée? Non, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est juste que je pense qu'il fallait qu'on se rende compte du niveau de préparation, c'est-à-dire de voir comment les choses se passent. Bon, maintenant, mais je rebondis un peu sur ce que le grand frère a dit. À partir du moment où l'accord cadre a été signé vendredi, je pense que, et vous avez dit dans votre propos liminaire tout à l'heure que la CAF, quand elle vient ici, et la FIFA, ils viennent avec tous les techniciens qui viennent regarder tout ce que vous avez dit, et les stades, et les terrains, et même les pelouses. Bon, moi, j'ai suivi même un élément à la CRTV où on nous disséquait exactement comment était la pelouse qui a été posée au stade Olembe. On nous a donné des couches, le sable, le ceci, comment elle va faire. Moi j'ai vu. Donc, on aurait voulu voir ça pour Japoma, pour Bepanda. Oui, c'est pas. Mais au moins, Sylvain, c'est que je dis. Je suis d'accord, je ne contredis pas ce que Non, moi, c'est l'entretien. Moi, c'est l'entretien. Non. Il a d'abord dit que ce n'est pas ces joueurs-là qui sont à même de venir dire que les stades sont bons. Ce ne sont pas les techniciens. Je crois que j'ai bien entendu. Nous sommes tout à fait d'accord sur l'entretien. Maintenant, si au niveau de l'entretien, on a de l'expertise déjà qui est nationale, avec le Camerounais que vous avez cité tout à l'heure, qui a gagné... On n'a jamais appelé. Oui, c'est déjà quelque chose de le dire, même si on ne l'appelle pas. Aujourd'hui, sur le plateau, c'est à quoi justement sert ce genre de démission. Aujourd'hui, sur le plateau, on sait que M. Atangana a quand même dit qu'il y a quand même un Camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut donner le nom, et ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se passe. On n'est pas, ceux qui sont forcément aux affaires ne sont pas au centre de tout, ne connaissent pas tout. Justement, c'est la somme de tous ces cerveaux qui font en sorte que les choses essayent d'évoluer d'une certaine manière. Donc, maintenant, par rapport donc au reste, bon, il a parlé de quelque chose de budgétivore, je ne sais pas trop dans quel sens, je ne sais pas si... moi, je pense que c'était une instruction du président de la République. Toujours. Non, pas toujours. Il n'y a rien qui se fait au Cameroun sans que ce ne soit une très haute instruction. Je crois que si nous sommes assez... symbolique en voyant quand même le LGPR bon, est-ce que cette émission est sur haute instruction du président de la République? Pourtant, nous sommes au Cameroun. C'est pas le gouvernement. Il y a rien pas le gouvernement. Dans le gouvernement. Ah, c'est toi qui il fallait donc bien préciser. Voilà. Rien qui ne se fait... Tu as dit au Cameroun. Alors, je crois que je suis encore en terre camerounaise. Maintenant, tu dis dans le gouvernement. D'accord. Bon, maintenant... Moi, je pense que c'était une instruction du chef de l'État. C'est pas qui allait visiter
On va le laisser poursuivre son analyse, Serge Zambo. Allez-y. Marquer des journalistes, je crois qu'elle aurait pu être peut-être dans si elle avait été accréditée, elle aurait pu être dans les gens qui accompagnaient ces gens-là. Bon, maintenant, moi je dis, moi ce qui m'a intéressé beaucoup plus... Est-ce qu'il fallait s'accréditer Je dis pas, je ne sais pas trop. Ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Bon, vous me direz comment on fait pour qu'on puisse accompagner ce genre d'événements. Bon, maintenant, moi ce qui m'a intéressé, c'est le fait d'avoir réveillé, vous l'avez dit, peut-être que c'était une lune dormante. Parce que lors du Chan, on n'a pas vu, c'est vrai aussi que le Chan n'est pas un événement à très très grande envergure. On n'a pas vu. Mais c'était au Cameroun. C'était au Cameroun, oui. On n'a pas vu. Aucune icône du Cameroun n'était concernée. Roger Mila était là. Roger Mila était là. Roger Mila était là en tant qu'ambassadeur itinérant. C'est déjà quelque chose. Roger Mila était là. Ça veut dire qu'il est là en permanence. J'ai vu Samuel Eto'o également. Il est là. Roger Mila était là. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'on ait ajouté à Roger et à Samuel d'autres valeureux Camerounais. Joseph-Antoine Bell, Mbida même qui a dû, je pense, écrire et qui a été... Voilà, bon, moi je pense que ça fait une émulation, ça fait plaisir de voir que vraiment ça les concerne au plus haut niveau et que machinalement, quand on est ensemble, les choses peuvent aller forcément mieux. Bon, maintenant, nous attendons de voir en termes de communication, comme il a dit, est-ce que ces sorties-là ont permis que la communication, que le Cameroun soit plus vu? Bon, mieux. Forcément, si vous avez El Hadjouf. Bon, je crois que ça a permis même. Le monde entier va être braqué. Si mais moi, c'est qui m'a. Si vous avez Philippe moi, c'est qui m'a un peu gêné. C'est ça qui a créé l'effervescence. Oui. La présence de ça a créé une effervescence. Ce qui m'a un peu gêné, c'est le fait que, bien avant cela, que ce soit le ministre chargé de mission, le président de la République, qui commence par recevoir tout ce beau monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et par la suite, que ce soit le SGPR. Donc on a mis un peu le ministère des Sports, qui lui, en fait, qui devrait être au summum, puisqu'il s'agit du sport. Président du COCAN. Le président du COCAN en plus, on l'a mis un peu sous les teignoirs. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être la promiscuité entre le SGPR et le président de la République est dans. Et le compte rendu peut être plus facile qu'entre le président de la République et peut-être le ministre des Sports. Voilà. Ça, c'est un peu ce que moi je peux dire à ce niveau. Alors, peut-être pour terminer sur le sujet, Serge ou Sylvain, il y a le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est réuni lundi par vidéoconférence. Et concernant justement la CAN Cameroun 2021, le comité exécutif, par exemple, a pris note du rapport et des progrès réalisés à ce jour. Il a souligné la nécessité d'assurer un suivi avec le comité d'organisation locale dans les domaines qui nécessitent encore une attention urgente avant le coup d'envoi le 9 janvier 2022. Concernant la situation médicale justement de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, en rapport avec le Covid et la participation des supporters, le comité exécutif a soulevé quelques questions sanitaires qui feront partie des discussions en cours entre la CAF et le gouvernement camerounais. Et on va aussi retenir que le comité exécutif a ratifié le week-end dernier l'accord 4 pour l'organisation et l'accueil du tournoi final de la CAN avec le pays hôte, le Cameroun. Ça, c'est un extrait un peu du rapport des travaux. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avoir une Coupe d'Afrique des Nations sans spectateurs? Parce que là, la situation médicale revient par rapport au coronavirus. Cette question, elle a sa place parce que nous sommes en pleine période de coronavirus avec des variantes qui sortent de partout. Et nous avons vu que dans d'autres pays, quand même, il y a l'effervescence dans les stades. Et les gens se demandent, mais comment, nous qui ne sommes pas aussi malades que par rapport au quota de mort et tout ça, on ne peut pas aller au stade librement, et nous sommes dans les restrictions, donc il y a trop de malentendus. Mais néanmoins, on sait que la pandémie est en train de faire ses ravages. Nous devons tout faire pour respecter le protocole mis en place par notre ministère de la Santé et l'OMS. Et là-dessus, je pense que la CAF, dans son comité exécutif, attire l'attention sur le fait qu'on ne doit pas laisser qu'il y ait une dépravation de ces informations ou bien de ces instructions-là. On a vu pendant le Chan qu'il y a eu quand même quelques débordements. Et tout ça est venu, pour moi, personnellement, de la mauvaise répartition des billets. C'est-à-dire, quand vous regardez pendant le Chan,
On disait que le stade devait être plein. Si on dit à 50%, vous aviez comme impression qu'on a sorti 60% de billets, c'est-à-dire par rapport au nombre de places assises. C'était 25%. C'était 25% qui était indiqué, oui, mais le stade était plein au-delà, c'est-à-dire au-delà même parfois de 50%. Donc ça créait un problème. Et on voyait que des gens n'intégraient pas le fait que les mesures barrières, il fallait les intégrer, c'est-à-dire dans leur comportement, dans leur agissement. Vous arrivez dans un stade, on a interdit de s'asseoir quelque part, au départ vous respectez. Après, lorsque le match est dans son effervescence, vous bougez pour rester à côté de quelqu'un qui est avec vous. L'agent de sécurité qui est là, ou bien sanitaire qui est là, vous interpelle, vous allez vous envoyer balader. Je dis, nous devons profiter des événements comme ceux-là et des communiqués comme celui-ci pour sensibiliser nos peuples. Parce que les supporters, même dans les clubs, la responsabilité du club est engagée lorsqu'il y a des mauvais comportements. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu dans les commissions, comme ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la commission communication et autres, pour sensibiliser les spectateurs. Nous devons tout faire pour que les gens intègrent le respect des mesures barrières pour faciliter la tâche à l'organisateur qui est la CAF de nous donner des quotas de places assises librement sans qu'il y ait des peurs. Parce que si on se rend compte que les Camerounais, dans l'euphorie, ne peuvent pas respecter les mesures barrières, l'idéal serait de jouer avec les stades vides. Or, ça ne ferait pas du bien au football et au spectacle. Parce que quand nous aurons tous les moyens qui ont été mis par notre gouvernement pour ces infrastructures qui aujourd'hui font la fierté de notre pays, mais je dis, rien ne serait plus beau que de voir ces sélections-là accompagnées d'un public merveilleux pour venir vivre le spectacle qu'est le football. Sinon, on ferait le spectacle qui passe seulement pour les télévisions quand même. Donc, on aimerait bien aller partager cette chaleur avec les joueurs, mais nous devons intégrer le phénomène coronavirus qui aujourd'hui est une nébuleuse pour laquelle la solution peine à être trouvée. Et d'ailleurs, on a un souci réel quand nous suivons les informations. On invite les Camerounais à la vaccination. Et ça fait encore des gorges chaudes. Les gens disent oui, la maladie. On devait engager ça, je crois, aujourd'hui. Voilà. C'était même en prélude à la CAN, parce qu'il est possible qu'on exige le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Voilà. Il est possible. Il est possible. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Parce que ça rentre dans les précautions. Oui, ça rentre dans les précautions à prendre. C'est pas que nous soutenons ce qui va être fait. Non, on ne soutient pas. On n'a pas dit. Mais l'information doit être avant-gardiste. Ailleurs, c'est ce qu'on a fait. En Europe aujourd'hui, il y a un pass sanitaire qui vous permet de circuler. Si vous dites que vous venez d'un pays aujourd'hui en Europe pour faire une compétition, on vous isole au moins pendant 10 jours pour être sûr. Déjà, on vous exige le vaccin avant que vous n'entrez. Et quand vous arrivez même, on vous isole. Parce qu'on a peur qu'une autre variété de microbes commence à errer parce que c'est votre présence qui l'a créé. Parce que les gens vivent entre eux, au moins on connaît leur comportement et autres. Ça n'empêche que le corona continue à tuer, mais au moins on est sûr qu'on limite les dégâts. C'est vrai qu'on va dire que l'impact de cette maladie chez nous, en Afrique, n'est pas la même que chez eux, mais au moins ça reste une maladie que nous devons prendre. Sans te couper, rapidement. Lors du match Cameroun-Mozambique, moi j'étais au stade à Japoma. Vous voyez, à un moment donné, les gens s'entremêlaient et le speaker nous menace en nous disant ceci. Voilà. Il dit, si on continue à ne pas s'asseoir tel que c'est prévu, il y a les agents de la CAF ou de la FIFA également qui sont là, qui observent, c'est-à-dire que qui observent et qui pourront nous interdire le stade lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça, il l'annonce. Il l'annonce. Donc, il nous appelle, il nous interpelle en nous disant respectez les places telles que c'est prévu. Sinon, ces observateurs-là, en faisant leur rapport, pourront faire un rapport du genre on s'entremélange et puis... Lydie, vous savez, c'est vrai, on aime toujours prendre l'exemple sur l'Europe. J'ai l'impression que sur ce cas, pratiquement, je ne sais pas exactement à qui on veut plaire, soit l'OMS, soit, je ne sais pas trop à qui on veut plaire par rapport à cette situation de coronavirus. Et la CAF a fait un peu trop par rapport à cette situation de coronavirus. C'est une maladie. Je pense qu'au-delà de toute la psychose mondiale qu'on a voulu créer autour de cette maladie, les populations ont refusé d'accepter la psychose qu'on a voulu créer autour de cette maladie. On ne refuse pas. La santé, c'est quelque chose de précieux. Il faut prendre soin. Mais il ne faudrait pas qu'après, on fasse comme si le monde va s'arrêter avec une maladie. Il y a des maladies, vous le savez mieux que moi, Serge. Il y a des maladies qui tuent plus que le coronavirus. Des millions de personnes. Le paludisme tue plus que le coronavirus. Et vous savez que l'un des revers de cette psychose qu'on a voulu créer à travers le coronavirus, c'est que les gens ont commencé à fuir les hôpitaux. Donc du coup, les simples maladies se sont aggravées au point de tuer
plus de personnes que ça ne devrait. Et l'impact a encore même été... sur le match maintenant. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, même les Européens laissent les gens aller au stade. On nous dit, oui, passe sanitaire, c'est bien. Mais c'est vrai, on est à la télé, mais on a des gens qui vivent là-bas. Et il y a des choses qu'on vous dit qui sont en contradiction avec tout ce qu'on annonce souvent à la télé. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que oui, il faut prendre des précautions, mais après, il ne faudrait pas qu'on en fasse aussi trop. Je vous prends un exemple. Pendant qu'on refusait aux gens d'aller au stade Olymbe, la Côte d'Ivoire a fait entrer des gens au stade et on n'a pas suivi un communiqué qui réprimandait qui que ce soit. C'est fait à la base. Au départ, c'est annoncé. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Sauf que lorsqu'on regarde entre le nombre qui est annoncé et ce qu'on a vu en image au stade, honnêtement, tout à l'heure, vous disiez qu'au Chan, par exemple, vous voyez, vous avez le sentiment qu'il y avait plus de personnes. Les gens ne respectaient même pas les distances. Voilà, donc. Après, je vous pose une autre question, Serge. Vous qui êtes un passionné de foot, dites-moi comment est-ce qu'un but qui délivre le Cameroun à la 90e minute dans un match extrêmement difficile peut vous amener à rester comme ça et dire que non, Corona, je ne jubile pas. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, en fait, Sylvain, ce que tu essayes de mettre en exergue va en faux par rapport à l'idée de préservation de la santé. On peut être dans l'euphorie du but, c'est une possibilité. Mais on ne doit pas oublier qu'on est en situation de restriction. Parce que, comme disait Serge tout à l'heure, si déjà tu peux, dans un match officiel, où on est en train de prendre en direct, on voit comment vous, c'est-à-dire sortez des mesures restrictives pour votre protection à vous, pour aller mettre les autres en danger, quand ça se voit comme ça en Mondiovision, on comprend que ceux-là n'ont pas encore mesuré l'impact. N'ont pas intégré dans leur comportement. On voit ça en Champions League aussi, on voit des gens sauter. Tu veux ramener ailleurs maintenant. Oui, on voit des élections. Oui. Vraiment, Makeda, moi, je regrette. L'UEFA, c'était en quelle année? Dernier Euro 2020. Voilà. C'était avant la vaccination, non? Mais les stades étaient archi pleins. Pourquoi il n'y a pas eu des milliers de morts après? Et aujourd'hui, là, quand on regarde les matchs de championnat en Europe et tout ça, là, ils ont le pass sanitaire comment? On va pas banaliser non, oui, on ne va pas banaliser, mais quand même. C'est chez eux qu'il y a eu des hécatombes. Et il ne faut pas que, comme l'a dit, c'est bien dit Kwambi, qu'on fasse plaisir, soit à la FIFA, soit à l'OMS, soit à la CAF. On est habitué. Ils exagèrent. Comment est-ce que le football, c'est une fête? Les Blancs, ils ont compris cela. C'est pour ça que les stades sont pleins. Je ne sais pas comment ils font pour... Les gens sont nus, ils sont nus corps, ils le s'embrassent. Vous savez qu'il n'y a aucune restriction là-bas. Les résolutions, complètement le football en Europe. Ils ont été obligés de remettre les gens dans les stades. Donc il ne faudrait pas qu'on ce que la CAF va décider. Je vous en prie, par rapport à la présence des supporters dans les gradins lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on verra bien. Et pour la fin de cette émission, on s'intéresse au processus électoral en cours au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu les élections au niveau des départements. Et les élections dans les régions sont prévues lundi prochain, 1er novembre, dans les différentes régions du Cameroun. Ce soir, on a l'opportunité d'avoir un candidat au poste de premier vice-président de la Ligue régionale de l'Ouest. Encore que à la présidence aussi, on a vu qu'il y a deux candidats. Le président Kwedem et le président Joseph Fetieux, concernant particulièrement la région de l'Ouest qui est représentée ce soir sur ce plateau. Alors, de manière globale, Serge Kamdemkwam, où en êtes-vous? Les élections, c'est lundi. Où en êtes-vous avec, on va dire quoi, les préparatifs, si on peut appeler ça ainsi, les rencontres avec les délégués, etc. Vous me permettez là de vous dire que la région de l'Ouest tout entière est mobilisée derrière un homme qui fait ce qu'on appelle le consensus, l'homme du consensus. Et cette personne n'est nul autre que son président actuel, qui est le président François Kwedem. Voyez-vous... C'est pas la campagne, j'espère. C'est la campagne. Ah.
Sur ce plateau. Oui, c'est vous accueillir aussi. Merci, grand frère. Heureusement que par politesse, au moins, tu me laisses parler. Voilà. Il était de disance qu'à l'Ouest, les gens ont sûrement l'habitude de voir qu'il n'y a pas beaucoup de bruit là-bas. Et on est même agréablement surpris de voir que pour une élection comme celle-là, enfin, on a un challenger devant notre candidat à nous, qui est nul autre que le père Joseph Feucheux, que nous connaissons tous, qui a roulé sa bosse dans cette ligue aussi comme président et qui désire revenir. Bon, malheureusement, il choisit pour nous, personnellement, le mauvais moment parce que lorsqu'un homme est en train de bâtir des choses sérieuses, il est dans un chantier comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement dans la région avec une présence effective. Il n'y a plus une gestion par procuration là-bas. Lui-même, il est là. Il essaye, il est accessible et tout. Il a mis le footballeur, bien l'acteur, au centre des préoccupations. Ça, c'est quelque chose qui est déjà un acquis. Aujourd'hui, à l'Ouest, il n'y a plus de tripatouillage au niveau des championnats. Ça, c'est un acquis aussi. Donc, quand vous avez ces capitalisations qui sont acquises, maintenant, on est en train d'améliorer plutôt au niveau de créer des conditions qui vont permettre à ce que ce foot soit vendable pour les annonceurs et autres. Et nous savons tous qu'avec les efforts que l'État a fait à travers les infrastructures, nous souhaitons que la Ligue régionale ait accès à au moins un de ces stades de qualité pour se vendre. Parce que jouer dans la poussière, au fond du pays, ce n'est pas aisé. Et vous voyez, la Ligue régionale de l'Ouest, avec ses démembrements dans les départements, a réussi dans les 8 départements à faire qu'il y ait des championnats. Jusqu'à leur terme, avec des champions connus pour les interligues et autres. Donc là-dessus... Ça a toujours été le cas, Serge. Bien sûr, non, je veux dire, au moins, malgré les difficultés, on perpétue cela. Et j'ai dit que ce soit ces acteurs dans les départements qui se sont mobilisés depuis le 24 septembre, lorsqu'on a reconduit les exécutifs, pour faire appel à la candidature à un monsieur qui ne savait même pas qu'il était autant aimé. C'est depuis le 24 septembre que les délégués élus dans les départements, les présidents départementaux ont interpellé le président François Kedema à l'époque, qui n'était même pas présent parce qu'il était bloqué en Angola pour des raisons professionnelles, parce qu'il a accompagné Fovu là-bas. Il n'était même pas là, mais on a commencé à lui dire, président, il n'y a que toi. Plus sanitaire, parce qu'il faut bien sûr, il n'y a que toi en quarantaine. Il n'y a que toi par rapport au Covid. Il n'y a que toi pour continuer la mission que tu as commencée. Et à peine revenu au Cameroun, il y a encore des acteurs de foot qui sont les corps de métier. Il y a eu l'appel du peuple. Bien sûr. Donc, l'appel du peuple, c'est trop dit parce que là, c'est politique, mais l'appel des acteurs. Parce que le foot, ça ne se joue pas seulement dans la rue, certes, mais au moins, ceux qui expriment leur droit de vote sont les acteurs. Et on les connaît. Donc, ceux-là sont mobilisés pour dire au président Kwedem, vraiment, nous souhaitons que tu tiennes la baraque et qu'on continue dans ce que tu as commencé. Et pas plus tard que le 20 octobre dernier, il a solennellement accepté la main tendue des acteurs et a pondu la profession de foi que tout à l'heure, vous avez vu à l'écran, dans laquelle il étale pleinement les actions. Non seulement il pose des acquis que nous avons déjà, mais il étale les actions qui sont celles de la Ligue régionale pour le futur mandat. Et là-dessus, le foot ne se fait pas seul, il est entouré d'une équipe assez dynamique. On a des nouveaux hommes qui viennent dans les départements par endroits, et tout ce monde-là est décidé, avec les clubs de la Ligue régionale, à bâtir quelque chose. Et le 1er novembre prochain, nous allons interpeller, parce que nous savons déjà que la victoire, ce n'est pas ce qui est difficile. Maintenant, tous ceux-mêmes qui n'auront pas gagné, nous pensons que pour faire bien... Attends, vous avez gagné d'avance. Nous savons que nous allons gagner. Parce que... Il n'y a personne qui part pour perdre. En principe... C'est encore le consensus en ce moment lorsqu'il y a deux camps. Non, quand deux équipes s'affrontent sur un terrain, ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis, ce sont les adversaires. Donc, dans le cas en espèce, nous avons en face de nous des camarades de la même région qui pensent apporter un son nouveau. Maintenant, ils peuvent, s'ils ont les capacités d'influencer l'électorat, avoir quelque chose. Comme nous-mêmes, on peut se retrouver perdants, c'est une hypothèse à ne pas exclure. Mais nous pensons, quel que soit ce qui pourrait arriver, qu'il va falloir fédérer dans l'intérêt du football. Parce qu'il faut être bon perdant aussi. Donc nous sommes dans cette logique-là, et nous pensons comme un match de foot, en dehors du match nul, parce qu'en une élection, on aura un gagnant, un perdant, au moins, on pense qu'il faut mettre la région au centre des préoccupations. Et ici, il est important pour nous de louer et féliciter l'accompagnement que nous avons eu des pouvoirs publics à travers le gouverneur de la région de l'Ouest, qui, dans tout ce que nous avons entrepris, a été à nos côtés avec ses collaborateurs pour nous accompagner dans les actions.
Et j'ai dit, il a, avant qu'on accompagne Rizière aux Interpol, tenu un discours qui allait en droite ligne avec l'exemplarité que la Ligue a eu à incarner, malgré, parce qu'une œuvre humaine ne peut pas être parfaite, malgré quelques petits dérapages qu'on a pu observer lors d'une seule des rencontres. Et là-dessus, je pense que ce serait malhonnête de ne pas dire que nous avons été très déçus de voir que notre champion n'a pas pu accéder en Ligue 2 nationale, bien qu'il y ait eu un accompagnement total de la région. Ça peut se comprendre. Donc, si vous êtes champion et que pendant 3 mois, rien ne se joue, et que les Interpol se jouent 3 mois plus tard, vous comprenez que ça peut avoir un impact. Voilà, oui, c'est possible, mais ça reste une déception parce que l'idéal pour nous, surtout pour le président Kodem, la satisfaction quand même, c'est Racing qui est monté. Voilà, il y a Racing qui d'un côté est champion de Ligue 2 pour la Ligue 1, ce qui est pour nous quelque chose d'important parce que quand on parle de la région, c'est dans son entièreté, tout ce qui est football. Et pas plus tard que... L'équipe mythique. Bien sûr. Et la cerise sur le gâteau pour les journalistes, c'est que demain, il y a un séminaire qui est organisé sous son règne, sous sa coupole. Et si vous permettez, et ça j'apprécie vraiment, parce que là, on a reçu plusieurs appels des confrères dans d'autres régions pour... participer. Non, pour avoir, puisque c'est souvent compliqué pour les journalistes, surtout que le système d'intégration dans le FIFA, dans le Media Channel de la CAF a changé. Donc beaucoup de journalistes ont eu certains soucis et que la Ligue prenne cette initiative-là en partenariat avec la JSC de former des confrères pour l'intégration dans cela. C'est une bonne chose, nous saluons. La cerise sur le gâteau pour la Ligue régionale, c'est le fait que le président Kodem ait pris sur lui de recruter un personnel d'appui à la Ligue qui a pour mission de travailler pour les départements, pour les comptes TMS. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, pour monter les dossiers des joueurs, les licences et tout ça, vous devez le faire dans le système TMS. Et nous savons que dans l'arrière-pays, il y a des difficultés, que ce soit les connexions, que ce soit l'informatique et autres. J'ai dit, il y a tout un arsenal qui a été mis en place pour que chaque ligue départementale jouisse de l'outil informatique avec un personnel d'appui à sa propre charge. Donc tout ça sont des éléments pour nous qui sont motivateurs du soutien indéfectible que nous lui apportons et nous savons, dans cette dynamique-là, que même ceux qui aujourd'hui peut-être pensent devoir apporter quelque chose peuvent s'associer à lui et continuer dans la démarche qui est la sienne. Donc la Ligue régionale de l'Ouest... Ça vous inquiète quand même le fait que le processus soit contesté par certains acteurs? Quand vous regardez dans les 10 dernières années au Cameroun, il n'y a aucun processus qui ne soit pas contesté. Mais il est toujours important d'être là quand ça se passe. Parce que l'histoire, en tout, la nature a horreur du vide. Voilà le président Tangana Fouda ici qui a géré une partie de la normalisation à un moment. Après, tout ça a été foutu à la poubelle. Donc, au moins, les acteurs resteront parce que le foot se joue sur le terrain. On n'a jamais dit à un champion qui était, pendant qu'on a annulé ces élections, qui n'est plus champion. Donc, nous pensons qu'il faille continuer à promouvoir le football. On pense qu'il est important de continuer à former ces jeunes, que ce soit les arbitres, que ce soit les entraîneurs, parce que cette région en a grand besoin. Et dans cette dynamique-là, nous interpellons l'homme que Dieu nous a envoyé pour l'instant, qui est le président François Kodem, à non seulement avoir la santé, mais à continuer à penser positif comme il le fait, à être proche des siens. D'accord. On est en fin d'émission. Donc, réaction rapide, Sylvain. On est en fin d'émission. Non, je voudrais partir de sa chute pour dire que oui, au-delà des contestations et tout, il faut bien que les acteurs peuvent s'activer, peuvent se battre comme ils peuvent sur le terrain pour exister, mais n'en demeure moins que le processus électoral est entaché de plusieurs irrégularités. D'ailleurs, des sons commencent déjà à s'élever. On a bien le sentiment qu'il y a des candidats qui sont exclus et on ne comprend pas trop comment. C'est-à-dire, je ne voudrais pas revenir sur le fait que l'entièreté du processus pose problème du fait que l'exécutif qui l'organise actuellement a été déchu, donc n'a plus voix au chapitre. Mais maintenant, si on reste sur l'analyse purement du contexte, du contexte, il faut dire que Saint-Fabien Vogo, par exemple, curieusement, c'est aujourd'hui qu'on vient nous faire savoir que sur le plan de l'éthique, il a des problèmes. Je pense même que le challenger du président Kodem, il a d'abord eu un souci avant que des recours ne rétablissent sa candidature. On a vu que dans le littoral, il y a... Donc, c'est-à-dire, et quand on regarde l'architecture des candidats
ou des personnes qui sont en train d'être exclues de ce processus électoral, on se rend compte curieusement, au sud-ouest également, il y a Djalankwan qui a crié au scandale hier. Il y a quelques temps. Donc on se rend compte quand on regarde l'architecture de ce processus électoral, on se rend bien compte que tous ceux qui sont mis en difficulté sont ceux-là qui sont des pro-Éto. Et ceux qui semblent être favorisés dans ce processus-là sont des pro-Mbombo Njoya qui semblent vouloir, au-delà de s'entêter à rester dans l'illégalité, veut se représenter pour... Avec la permission, oui, rapidement. Le débat là qui va peut-être, on n'a pas le temps pour le faire. Oui, on n'a vraiment pas le temps parce qu'il y a des éléments pour étayer ce que j'ai dit. Dans le littoral, par exemple, on a vu des candidats dont on a vu des personnes dont les candidatures sont validées sans qu'ils n'aient respecté. D'accord, on laisse Serge terminer. Parler un peu, s'il te plaît. On a un candidat sur le plateau quand même. Je voulais dire. Non, je n'ai pas dit que sa candidature est illégale. Je voulais dire d'après ce processus. C'est le processus. Je voulais dire pour ce qui concerne la région de l'Ouest particulièrement. S'il y a des éléments probants, parce que même si on joue sur le terrain, il y a des règles. C'est pour ça qu'après qu'on ait joué un match, il y a ce qu'on appelle l'homologation. Donc quand vous déposez une candidature, si vous n'avez pas respecté les règles de l'art, il est opportun pour vos challengers de vous éliminer par des moyens logiques s'ils pensent qu'ils sont dans la légalité. Maintenant, il y a des arbitres qui sont à la commission électorale et les commissions juridictionnelles pour arbitrer. Et quand vous voyez les gens sortent de là avec gain ou pas, de leur cause, ça veut dire qu'au moins le droit a été dit à ce niveau-là. Maintenant, quand vous revenez à la légalité, légitimité ou pas, on revient dans un débat qui ne va pas nous amener quelque part parce que nous tous savons que depuis le 15 janvier 2021, la sentence du TAS, les gens interprètent comme ils veulent. Mais nous savons que depuis ce jour-là, c'est le TAS, c'est la FIFA qui gère le football au Cameroun. Et c'est la FIFA. De ses propres statuts. Non, c'est toi qui le dis maintenant. J'ai dit c'est la FIFA qui gère le foot au Cameroun. Et cette FIFA gère avec un canevas tracé qui est suivi. FIFA CAF, vous avez oublié de le dire. FIFA CAF. Ça change non, rien. FIFA CAF. Non, ajoute même c'est vrai que ça change rien, mais au moins si vous êtes conscient que ce sont eux qui gèrent, ils gèrent et ils ont un chronogramme qu'ils ont mis en place et ceux-là ne font que suivre. En violation de c'est vous qui le dites. On reviendra parler évidemment de ce processus électoral. On rappelle que l'Assemblée, les élections dans la région sont prévues lundi prochain, 1er novembre. On aura l'occasion évidemment de rebondir là-dessus. Merci Albert Atangana Fouda d'être venu ce soir, Serge Kemdem Kwam, Serge Zambo et puis Sylvain Kwambi. Merci à toute l'équipe technique, Eric Ngando, Zipierre, Nono Futué, ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.